Bonjour Alexandra, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo questions-réponses autour des TSA. C'est l'occasion de pouvoir répondre aux questions qui avaient été posées sur notre compte APTCCB, à la fois sur Instagram mais également sur notre Facebook. Donc Alexandra, merci d'avoir accepté de participer. Est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, bien sûr. Bonjour Cyrielle, merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Alexandra Sturer, je suis thérapeute et péridante, spécialisée dans les troubles du neurodéveloppement. Je suis aussi auteure et chargée de cours à l'Université de Grenoble. Donc, je suis une personne TSA avec un TDAH. Ok, merci. Moi, je me représente. Donc, je suis Ciel Richard. Je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie et en TCC. Et accessoirement, je suis également la secrétaire de l'association, la PTCCB, donc Association des praticiens en thérapie cognitive et comportementale de Bourgogne et Franche-Comté. Bien, écoute, je te propose qu'on commence par répondre aux questions qui nous ont été soumises à la fois par nos adhérents et par les abonnés sur nos réseaux. Donc, première question, comment sont pris en charge les TSA chez l'adulte? Alors, tu veux que je commence à répondre? Je te laisse justement et puis moi, je compléterai après de mon côté. D'accord. Les TSA, déjà, sont difficilement pris en charge parce qu'il n'y a pas beaucoup de professionnels, malheureusement. Mhm. Il va falloir pouvoir travailler sur différentes sphères, hein, qui, bien sûr, regroupent les habilités sociales. En premier lieu, toutes les co-conditions comme l'anxiété, la phobie sociale. Souvent, on retrouve aussi les troubles du comportement alimentaire, le TDAH, etc. Il va pouvoir falloir travailler donc avec une bonne analyse fonctionnelle au niveau du patient, hein, pour voir aussi ses demandes. Et puis commencer d'abord par de la psychoéducation pour pouvoir aller travailler pour moi les points qui sont fondamentaux à explorer avant tout travail avec une personne concernée par un TSA, hein, que j'appelle les fondations. Donc, émotions, sensations, limites, besoins, savoir les reconnaître et les exprimer. Et puis ensuite, travailler l'énergie journalière parce que ça, c'est la demande qui est vraiment en premier lieu. C'est la difficulté de la régulation d'énergie, notamment pas due qu'au TSA, mais aussi aux co-conditions, hein, l'anxiété et les émotions qui sont en général, on dit ou éteintes ou allumées et qui sont vraiment très, très épuisantes. Et puis, quand on a ces fondations, effectivement, après, on va pouvoir aussi aller travailler sur la flexibilité mentale, hein. Notamment, moi, j'utilise la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui va pouvoir nous permettre vraiment de travailler au niveau, par exemple, de la gestion des imprévus, puis vraiment cette rigidité, hein, qu'on peut retrouver dans les TSA, et ça fonctionne vraiment. Il y a de très, très bons résultats. Ok, super. Moi, je rebondirai un petit peu pour compléter. Donc, rapidement, ouais, j'ai envie de préciser qu'en soit en TCC, c'est pas le TSA en lui-même qu'on va prendre en soin. Effectivement, comme tu disais, ça va plutôt être ce qui va être autour. Donc, par exemple, effectivement, les troubles anxieux, puisque malheureusement, les personnes qui ont un TSA sont particulièrement vulnérables à tout ce qui peut être anxiété, mais ça peut être aussi tout ce qui va être prise en charge des troubles de l'humeur, tout ça. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en TCC, on a pas mal d'outils qui finalement sont assez adaptés pour tous, j'ai envie, quel que soit notre profil, qu'on soit neurotypique ou pas. Et puis, après, ce qui va surtout être important, oui, comme tu disais, c'était effectivement l'aspect analyse fonctionnelle parce que c'est important de pouvoir repérer finalement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va conditionner le trouble, qu'est-ce qui peut le renforcer également. Et puis surtout, de regarder tout ce qui peut être contingence environnementale également parce que finalement, ça va être aussi quelque chose d'assez déterminant et puis qui va expliquer aussi pourquoi est-ce que la personne va se sentir plutôt anxieuse dans certains environnements, dans certains moments de sa vie. Et puis même quand tu parlais par exemple de troubles du comportement, pour avoir travaillé avec des enfants, ça fait aussi partie des choses, c'est-à-dire que bien souvent, le trouble du comportement va être une réponse finalement à un environnement qui peut être perçu comme étant soit hostile, soit qui peut être perçu comme étant anxiogène, soit qui peut simplement être incompréhensible également avec des règles qui peuvent paraître arbitraires. Et parfois, la personne, sa façon justement d'exprimer le fait que elle se sente mal dans cet environnement-là, ça va être par ces fameux troubles du comportement.
Après, il y a aussi une autre chose, je pense qu'on va travailler également en TCC, ça va être également, je reparlais des enfants, mais c'est valable aussi pour les personnes qui sont un peu dépendantes de leur entourage. On va travailler également sur les cognitions, c'est-à-dire toutes les pensées alors que la personne peut avoir sur elle-même, sur ce qu'est le TSA, mais aussi comment elle se représente un petit peu l'environnement autour, les personnes autour d'elle. Mais on va travailler aussi sur les cognitions de l'entourage. Surtout, comme je disais, lorsqu'on travaille avec des personnes qui vont être dépendantes de l'entourage, soit par leur âge, soit par leurs difficultés. Et donc, ce qu'on pourra adresser notamment, ça va être toutes les cognitions qui peuvent être erronées autour du TSA, mais même les cognitions qui peuvent être plutôt validistes et qui peuvent aussi plomber un petit peu la personne. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaillera. Et puis aussi, comme tu disais, la psychoéducation, évidemment, qui va être extrêmement importante. Euh, Encore une fois, j'ai envie de dire adresser tout ce qui peut être aussi représentation un peu erronée, parfois qui sont véhiculées par les médias ou même parfois lorsqu'on essaye de vulgariser un peu du contenu scientifique, malheureusement, sans s'en rendre compte, on peut aussi participer au fait de transmettre des représentations un peu erronées. Et là, ça va être l'occasion justement de en reparler par la psychoéducation, de démystifier aussi certaines choses. Et puis après, on peut aussi utiliser certains programmes qui de base ont été conçus plutôt pour des personnes neurotypiques, mais qui peuvent être aussi très adaptés pour les personnes qui font partie de la neurodiversité. Par exemple, pour les enfants, il y a un programme que je trouve très sympa qui est Dragon Zen et qui notamment montre de façon très imagée pour les enfants comment peuvent monter justement l'anxiété, comment elle peut arriver à un plateau et puis comment elle peut redescendre. Et puis on va travailler aussi sur comment est-ce qu'on peut favoriser justement, comme tu disais, la reconnaissance de cette montée, la reconnaissance de ce plateau, puis comment est-ce qu'on va travailler aussi le fait de pouvoir accompagner cette redescente pour qu'elle se passe de la façon la plus smooth possible. Ce qu'on va aussi beaucoup travailler après en TCC, ça va être aussi, on parlait des comportements, mais on va aussi les analyser parfois comme étant des stratégies finalement de coping. Et pareil, on va regarder la personne, qu'est-ce qu'elle a déjà mis en place comme stratégie pour faire face aux stresseurs de son environnement, par exemple. Et puis on regardera sur est-ce que ces stratégies-là, elles sont efficaces? Est-ce qu'elles apportent justement à la personne ce qu'elle recherche? Oui, non. Si oui, dans ces cas-là, autant les conserver. Sinon, à ce moment-là, on va regarder qu'est-ce qui pourrait être justement une stratégie qui peut-être se remplirait la même fonction, c'est-à-dire pouvoir s'adapter aux stresseurs environnementaux. Et comment est-ce que on pourrait trouver finalement une stratégie qui remplirait cette fonction-là, mais tout en étant peut-être plus, j'ai envie de dire, plus fonctionnel, peut-être plus aussi adapté socialement, parce que malheureusement, on peut avoir mis spontanément en place une stratégie qui est très bonne, mais qui va par contre être mal vue par notre environnement et du coup peut-être nous mettre à risque après de se retrouver exclus. Alors j'ai envie de dire oui, il faudrait travailler sur l'exclusion, mais malheureusement, je n'ai pas de baguette magique et je ne peux pas faire la révolution maintenant. Donc, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est chercher une stratégie alternative qui sera peut-être plus justement adaptée. Et j'ai envie de mettre des gros guillemets autour de adapter. Et puis après, moi, ce qu'on peut faire, c'est tout ce qui est exposition aussi. Là, quand tu parlais, par exemple, d'anxiété sociale, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va travailler. Pareil pour les habiletés sociales, on va travailler d'abord dans le cadre un peu sécure du cabinet, du bureau, puis ensuite on passera à la mise en pratique dans la vraie vie et puis on ira de façon très progressive avec des petites situations qui sont de la vie courante, mais en augmentant progressivement, j'ai envie de dire un peu la difficulté pour que la personne finalement devienne après la plus indépendante possible aussi. Je crois que tu voulais rebondir sur quelque chose. Tout à fait, oui, tu l'as vu, bien vu. Effectivement, oui, il y a quelque chose que j'ai pas abordé, mais qui me semble quand même assez central parce que moi, je le vois souvent dans ma pratique aussi. C'est effectivement, on reçoit le diagnostic.
Mm. Alors parfois on l'accepte, parfois on est un petit peu dans le déni, mais la plupart l'acceptent, mais par contre vont être au départ dans le déni de leur fonctionnement. C'est-à-dire Mm. qu'il va falloir passer par une déconstruction sur laquelle on s'est construit sur un mode, j'ai envie de dire, normatif, et il va falloir se reconstruire avec ses spécificités et les accepter. Et ce cheminement-là, il n'est pas toujours facile parce qu'au départ, on voit bien que les patients et les patientes peuvent être un peu rigides, donc on leur explique les choses, mais j'y arrive pas, mais j'y arrive pas. Donc on les laisse faire le cheminement jusqu'à temps qu'il y ait un déclic. Et à un moment, en général, en tout cas moi, dans ma pratique, on me dit, ça y est, j'ai compris, en fait, ce que je fais depuis le début, ça va pas. Et parce que c'est pas en corrélation avec qui je suis. Et à partir du moment qu'il y a ce déclic, tout ce qu'on a travaillé se met en place. Et là, il y a un réel changement, effectivement, au soi, en soi le plus profond et aussi une acceptation de pouvoir le communiquer aux autres et de pouvoir mettre des vraies stratégies en place et de plus se suradapter au quotidien qui ne nous convient pas. Ouais, et puis, effectivement, comme tu disais, le fait de pouvoir s'accepter, et je trouve que c'est important. Et oui, là-dessus, je pense effectivement que la thérapie ACT, thérapie d'acceptation et d'engagement, peut être un outil vraiment aidant pour ça. Pareil, j'ai envie de dire, il y a peut-être aussi un travail à faire, peut-être de déconstruction aussi des représentations que la personne avait d'elle-même. Parce que peut-être qu'elle s'est construite aussi pendant des années, je pense notamment pour les adultes qui finalement ont un diagnostic de TSA entre guillemets tardif. Je me dis peut-être qu'elles se sont construites aussi avec une étiquette ou une identité qui n'était peut-être pas adaptée finalement à qui elles étaient. Et pareil, il y a sûrement tout un travail de déconstruction de cette fausse identité et puis de reconstruction de la nouvelle, entre guillemets. Peut-être aussi un travail autour de l'estime de soi après. Enfin voilà, et tout ça qui peut être aussi extrêmement riche, mais aussi ça peut être challengeant, je me dis, pour la personne, parce que c'est aussi reprendre un petit peu de zéro finalement. Oui, c'est vrai que je le vois dans ma pratique aussi, c'est qu'au départ, les personnes me disent, waouh, ça fait beaucoup, j'ai plein de choses à faire. Donc, il y a à la fois cette anxiété qui arrive, et moi, je leur dis, mais vous inquiétez pas, vous allez comprendre petit à petit. Petit à petit, ça va se démêler, tout va prendre forme, et après, vous allez pouvoir trouver votre chemin tranquillement. Voilà, faut y aller en douceur. C'est normal, c'est un travail, c'est un cheminement hein, pour pour être bien après, mais on va y aller tout doucement, à votre rythme. Pas de stress, et puis en général, ça se passe très bien. Et effectivement, dans ce cas, la thérapie ACT aide vraiment énormément. Bien. Et puis, sinon, voilà, juste un petit mot pour revenir sur l'anxiété, puisqu'on en parle pas mal. Il y a un programme également, alors à ma connaissance, qui n'existe qu'en anglais par contre, mais un programme TCC justement pour travailler l'anxiété et les compétences sociales. C'est Multimodal Anxiety and Social Skills Intervention, voilà, a treatment designed for adolescents with ASD and Anxiety Disorders. Donc voilà, même si le titre a adolescent dans le terme, c'est aussi très valable pour les adultes. Et ce que je trouve qui est bien avec ce programme-là, voilà, pour les thérapeutes qui nous écouteraient et qui auraient envie justement de ce qui, voilà, peut-être de découvrir d'autres outils. Donc, il est basé sur les TCC, mais il a aussi toute une facette autour des compétences sociales et notamment autour de l'affirmation de soi et le fait de pouvoir aussi présenter ses demandes, mais aussi de pouvoir faire valoir ses droits. Et ça, c'est aussi un point que je trouve qui est assez important. Donc voilà, donc ce programme-là a cet avantage-là d'en parler, donc je me permets d'en parler. Ok, super. Est-ce que tu voudrais compléter encore d'autres choses par rapport justement à l'aspect plus thérapeutique? À l'aspect thérapeutique, j'ai envie de dire juste comment recevoir une personne autiste dans son cabinet, ça j'aime bien aussi la. Mhm. Hein, Oui. je trouve que c'est assez important, c'est de pouvoir laisser être la personne autisme avec son autisme. C'est-à-dire, moi, je dis toujours à mes patients, mais si vous avez envie d'éteindre la caméra, vous éteignez la caméra. Si vous voulez être plus loin de mon bureau quand je reçois en présentiel, il n'y a pas de souci, parce que la luminosité pour vous, c'est OK. Je leur propose toujours, alors j'ai un petit panier de Steam Toys, voilà, où ils peuvent avoir des fidgets, des objets sensoriels. Je leur dis, voilà, si vous voulez être debout, soyez debout. Si vous voulez vous balancer, balancez-vous. Il n'y a pas de jugement, soyez pleinement vous-même. Et en fait, déjà, ça fait un premier pas aussi vers l'acceptation de soi et arrêter de se réprimer en disant, oh là là, mais qu'est-ce que va penser la thérapeute, le psy, il faut que je me tienne bien. Non, en fait, justement, on est là pour être pleinement soi-même, être dans la déconstruction
et dans la reconstruction avec ses spécificités. Donc, il n'y a pas de souci si on veut bouger, si on veut stimer. Et je trouve que ça, c'est assez important aussi et ça rassure les personnes et ça crée un premier pas vers le lien thérapeutique aussi. Mm. Ça, c'est un point, tu vois, je trouve qui est vachement important aussi. La question justement de tout ce qui pouvait être considéré comme des autostimulations. Parce que moi, dans ma carrière au tout départ de jeune thérapeute, bah, c'était un point que j'avais appris, c'est-à-dire non, pas d'autostimulation, tout ça. Et en fin de compte, j'ai envie de dire, bah non, il faut respecter la liberté aussi des gens. Et au contraire, si c'est une stratégie, entre guillemets, valable pour la personne, justement, pour s'auto-apaiser, et pour pouvoir justement bah, faire face à l'anxiété et que en soi, bah, elle, ça la pénalise pas, ça gêne pas non plus les personnes autour d'elle, bah, en fait, il n'y a aucune raison d'aller à l'encontre de ça, quoi. Tout à Et fait. je pense que, ouais, et je pense que c'est un message vraiment important à faire passer parce que, comme j'ai moi, en début de carrière, ce qu'on m'apprenait, c'était non, surtout pas. Et en fin de compte, bah, ça allait à l'encontre de la liberté de la personne. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Respectons aussi bah, la personne, sa liberté, ses spécificités, mais aussi bah, encourageons à aller vers l'autodétermination, quoi. Tout à fait. Mais je trouve que c'est vraiment un point qui est vraiment très très important et qui est aussi très apprécié quand on le présente aux personnes avec TSA. Du coup, des fois, ça leur fait bizarre, mais soyez vous-même en fait. Et moi, Mhm. il n'y a aucun problème. Ouais. Euh, et puis bah, pour tout ce travail aussi, euh, je pense que c'est assez intéressant de pouvoir proposer, en tout cas moi je le propose par rapport à l'anxiété. Je trouve que c'est assez intéressant. Ce sont les box d'urgence. Mhm. Donc, quand j'appelle ça box, ça peut être par exemple une pochette ou une petite boîte. Alors, par exemple, on peut en avoir une à la maison et une dans son sac à main, dans son sac à dos. C'est-à-dire que quand on fait une crise d'anxiété ou une crise de surcharge sensorielle, cognitive et ou émotionnelle, on sait que, en fait, on peut aller piocher dans nos outils pour nous réguler assez rapidement. Et Mhm. ça, je trouve que c'est assez intéressant à mettre en place dès le départ aussi dans une prise en charge bah, pour commencer à agir en fait tout de suite. Il y a une autre chose que je propose aussi, ce sont les cartes communicationnelles. C'est-à-dire si à un moment bah, je suis dehors et puis bah, je fais une crise autistique, un meltdown, un shutdown ou je fais peut-être un mutisme sélectif mais qu'il y a des gens qui viennent me parler. Moi j'ai créé une carte qui est d'ailleurs en accès libre, elle est totalement gratuite où il y a marqué je suis une personne autiste. Donc, il y a par exemple le numéro d'urgence. Vous pouvez contacter ma personne d'urgence. Actuellement, je ne peux pas communiquer. Merci de m'aider à m'isoler. Et après, on peut communiquer avec des pictos simples. Merci, non, médecin, casque anti-bruit, etc. Et comme ça aussi, ça peut mettre la personne autiste en sécurité sans que les gens viennent la toucher, trop lui parler, etc. Et ça aussi, je trouve que c'est un outil qui est assez intéressant. Ouais. Ça me rappelle, tu vois, il y a quelques années, j'avais vu ça aussi sur les réseaux sociaux. C'était une maman, alors je crois que c'était en Angleterre, je suis plus sûre, mais qui avait mis en fait pour la voiture un espèce de petit truc qu'on pouvait scratcher sur comment dire, sur la ceinture de sécurité avec noté justement ce type d'information dans l'idée que si jamais pour une raison X ou Y, voilà, malheureusement, ça peut arriver des accidents, des choses comme ça. Enfin voilà, si les secours arrivaient, évidemment, ils n'ont pas la connaissance bah, des personnes. Bah, avec ça, ils pouvaient voir tout de suite quels étaient les besoins un peu spécifiques de la personne, quels étaient les numéros justement à contacter, comment, quelques pistes aussi pour rassurer. Enfin voilà. Et ouais, je pense qu'effectivement, là, c'est des choses qui sont super aidantes. Et ouais, je trouve que c'est génial que tu puisses effectivement bah, mettre en place ça et puis surtout qu'on puisse faire connaître aussi ce genre de choses. Oui, oui, tout à fait, c'est important, puis ça rassure la personne aussi. Et c'est vrai que d'avoir ce petit type d'outil qu'on peut emporter Mhm. partout, bah, la personne aussi arrive plus à s'exposer après. Se dire, voilà, Mm. en tout cas, si à un moment, je vais essayer, mais si à un moment, je suis trop prise par ça ou ça, je sais que j'ai un petit outil qui peut m'aider. Mm. Et du coup, on arrive de plus en plus à s'exposer après. Je te propose qu'on passe à la question suivante qu'on nous avait posée. C'était pourquoi y a-t-il tant de types d'autisme différents? Alors, c'est, j'ai envie de répondre là par rapport à cette question-là. Alors, j'ai envie de répondre une chose, c'est-à-dire que déjà, alors, on parle plutôt de troubles du spectre de l'autisme, donc voilà, TSA, et c'est vrai que en anglais, on va dire que c'est un terme, alors umbrella, c'est-à-dire parapluie.
Voilà, Mm. En français, ça le fait tout de suite moins. Mais je pense que c'est important justement d'avoir cette idée en tête. C'est-à-dire que finalement, c'est un continuum de traits. Et donc, en fait, on n'est pas dans une idée un peu dichotomique. C'est-à-dire, bah, il y aurait les personnes qui ont un TSA qui seraient d'une certaine façon et ceux qui seraient neurotypiques qui seraient d'une autre. Au contraire, il faut voir ça effectivement comme ce fameux parapluie ou finalement comme ce continuum, où finalement on peut avoir tous à un moment donné présenté des traits évocateurs éventuellement d'un TSA. Tous ces traits peuvent être répartis dans la population générale et pour autant, on ne va pas tous forcément avoir un TSA à proprement parler, mais on peut tous, à divers degrés, j'ai envie de dire, présenter ces fameux traits. Tout comme également, on va avoir des personnes qui ont un TSA et en fonction de leur genre, en fonction de leur âge, en fonction de l'environnement dans lequel elles ont baigné, en fonction finalement de tas de facteurs, peut-être que certains traits seront plus accentués que d'autres. Et puis même en fonction également des stresseurs, j'ai envie de revenir encore là-dessus, on va avoir aussi tendance à montrer certains traits ou pas. Et ça, finalement, ça va, voilà, j'ai envie d'insister là-dessus. Il va y avoir aussi cette hétérogénéité environnementale qui fait que, bah oui, d'un endroit à l'autre, en fonction effectivement d'avoir eu un environnement plus ou moins soutenant, plus ou moins bienveillant ou plus ou moins hostile, malheureusement, bah oui, les traits vont se présenter sous une certaine forme, avec un certain retentissement ou pas. Après, il y a aussi un autre point que je pense qui est important de rappeler, c'est le point de la chronogénéité. C'est-à-dire en fait que on a des manifestations qui peuvent évoluer aussi dans le temps. C'est-à-dire peut-être qu'on va avoir des enfants qui, dans la petite enfance, vont présenter certains traits, et puis ensuite ces traits, peut-être vont être moins présents quand on arrivera dans la grande enfance, peut-être qu'ils vont revenir au moment de l'adolescence. Et puis pareil pour les femmes, on va observer aussi une chose, c'est que a priori, en faisant une brève revue de la littérature, les femmes montreraient plutôt les traits de leur TSA vers la fin de l'enfance, l'adolescence, c'est-à-dire visiblement ce serait plus observables tardivement, contrairement aux petits garçons qui, eux, vont montrer des traits plus précocement, d'où peut-être aussi le fait que les femmes sont diagnostiquées souvent plus tardivement également. Et puis, voilà. Et puis après, il y a aussi un autre point, comme je disais, c'est qu'en fonction de l'âge, on peut avoir aussi certaines fragilités qui vont apparaître. L'adolescence, je pense que c'est un moment compliqué pour tout le monde. Et puis, pareil, on va avoir également certains traits qui vont aussi évoluer avec le temps, avec la maturité et ainsi de suite. Il y a aussi un autre point par rapport justement à cet aspect-là. C'était en 2012, Lord et ses collègues avaient fait en fait une étude longitudinale auprès voilà, de plusieurs bambins qui avaient un TSA. Et ils s'étaient finalement, bon, ils avaient fait vraiment une étude très statistique. Enfin voilà, à lire, je mettrai la description en vidéo, mais alors à lire, voilà, c'est pas une partie de plaisir, je vais vous dire un truc parce que c'est beaucoup de stats. Mais en tout cas, ils avaient repéré que finalement, eh bien, on pouvait avoir des groupes homogènes, entre guillemets, et puis qu'à partir de ces groupes homogènes, c'est-à-dire des enfants qui avaient un TSA, voilà, qui formaient donc ce fameux groupe homogène, à partir de là, on avait plein de données finalement hétérogènes. Et donc, il était apparu que finalement, chez 20% des participants, on voyait que les traits évoluaient, soit sous une forme d'accentuation, c'est-à-dire les traits qui étaient observés quand les enfants étaient des grands bébés, j'ai envie de dire, puisque dans mon souvenir, ils avaient dans les 18-20 mois, un truc comme ça. Donc pour certains, certains traits allaient s'accentuer, pour d'autres, au contraire, ils allaient s'atténuer. Donc, pour essayer de faire court sur une histoire longue, même quand on prend un groupe d'enfants qui, a priori, a l'air homogène, et bien finalement, il y a encore des traits et des données qui sont hétérogènes. Et évidemment, chaque personne est différente. On peut voir autant de manifestations des TSA qu'il y a de personnes qui sont concernées. Euh, Autre point aussi par rapport à la chronogénéité, c'est que on se rend compte finalement que les personnes qui ont un TSA, elles évoluent, qu'il peut exister des périodes de développement, comme je disais, qui peuvent être plus critiques que d'autres. Et puis, il peut y avoir aussi, même si ce n'est pas le terme le plus approprié, j'ai envie de dire, il y a quand même aussi un facteur de résilience chez chacun d'entre nous également qui fait que
encore une fois, stratégie de coping, stratégie qu'on va mettre en place aussi pour entre nous et les événements qui vont être plus ou moins stressants, bah, font que, du coup, notre façon de montrer certains traits ou de montrer certains comportements évoluera. Et puis après, bah, on peut aussi observer cette chronogénité au niveau individuel, comme je l'expliquais, mais on peut l'observer aussi au niveau inter-individuel, c'est-à-dire bah, il va y avoir un développement différent parmi les membres d'un même groupe, mais on peut aussi observer cette chronogénéité au niveau intergroupe, c'est-à-dire bah voilà, les femmes qui ont un TSA, comme j'expliquais, bah, elles vont montrer plutôt des changements différents par rapport aux hommes qui ont un TSA. Et puis ainsi de suite, ce qui fait que finalement, bah, voilà, c'est peut-être ce qui peut expliquer pourquoi on a cette impression d'avoir plein de profils différents, mais c'est parce que finalement, bah, nous sommes tous justement différents et même au sein d'une même catégorie de personnes, eh bien, il y aura aussi bah, des personnes différentes, donc des façons différentes de montrer ces différents traits. Voilà, j'espère que c'était pas trop confus. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose par rapport à cette question? Oui, tout à fait, merci. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et il est vrai que moi, je dis toujours, avant d'être autiste, je suis d'abord une personne humaine, je suis Mhm. une femme. Et donc, après, je suis autiste. Et effectivement, selon comment on a été éduqué et aussi où on a grandi, j'ai remarqué hein, quand on vient en milieu rural ou en milieu en ville, en fait aussi, ce ne sont pas les mêmes difficultés. Il n'y aura pas la même facilité d'adaptation, pardon. Et puis, il n'y aura pas les mêmes stratégies de coping. J'ai remarqué, par exemple, quand les personnes qui ont grandi en ville, les personnes TASA qui ont grandi en ville, auront plus tendance et plus de facilité à faire du masking que les personnes qui ont grandi à la campagne. Donc, les personnes qui ont grandi à la campagne ont beaucoup plus de traits marqués. Que les personnes qui vivent en ville, qui vont sans cesse vouloir se conformer pour entrer effectivement dans la masse. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis sur bah, la variabilité aussi, et puis les traits qui peuvent plus ou moins être présents avec l'âge. Et ce que j'ai pu remarquer également, c'est que donc les personnes autistes, quand elles prennent un peu d'âge, il y a les traits autistiques qui commencent à ressortir. Et moi, je pense que ça, c'est le fait de s'être, du moins quand on a eu un diagnostic tardif, de s'être un peu usé toute la vie, en fait, et d'être fatigué. Je pense que quelque part, bah, notre corps et notre cerveau sont fatigués. Du coup, à un moment, on n'arrive plus à compenser parce que même si on apprend à démasquer, dans la société actuelle, on est toujours obligé d'un petit peu masquer. Moi, je prends toujours l'exemple de mon voisin. Maintenant, je sais quand je masque et quand je masque pas. Mais par exemple, mon voisin, j'ai pas trop envie de lui parler. Donc, je masque, je fais mon grand sourire et puis je vite, je m'en vais, je m'en vais. Et donc, en fait, à force de faire ça toute sa vie aussi, je pense que nous sommes assez fatigués et donc on voit les traits qui ressortent davantage. Mm. Ouais, tu vois, là, ça me fait penser aussi à un aspect très important, oui. Alors, ces phénomènes de masking et puis de ce qu'on peut appeler aussi du passing, finalement, c'est-à-dire bah, le fait voilà, d'essayer de renvoyer l'image la plus proche de ce qu'est une présentation de neurotypique. Effectivement, ça peut être une grande source, alors, et de fatigabilité, comme tu le disais, mais aussi ça peut être une source de stress, et je pense notamment au travail ou même à l'école, enfin, ou dans les relations sociales, finalement ordinaire, comme tu disais. Et ça, je pense aussi que c'est un point important. C'est peut-être qu'il va être aussi à travailler à un moment donné. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait qui on est et qu'on a connaissance justement de ses besoins, peut-être que ça peut être pertinent justement d'explorer de quels aménagements on peut avoir besoin et à quel moment. Parce qu'on ne peut pas non plus exiger que ce soit la personne qui soit perpétuellement à faire des efforts et à être tout le temps en fait à tirer sur la corde pour elle-même. Je pense que c'est extrêmement important, au contraire que l'environnement fasse aussi sa part. Et là pour le coup, je pense notamment au travail, ça peut valoir, alors au travail mais aussi à l'école, ça peut valoir le coup d'avoir aussi, bah, regarder quel genre d'aménagement peuvent être possibles. Et comme tu disais, des fois, il s'agit de choses qui sont basiques, comme par exemple bah, de permettre à la personne d'avoir davantage accès au télétravail et lorsqu'elle fait des réunions, eh bien qu'elle puisse ne pas être obligée d'avoir sa caméra d'ouverte, par exemple. Ça peut être aussi, bah, pendant ces fameuses réunions, de l'autoriser à ramener, alors au Québec, on dit des cossins, c'est-à-dire bah, des petits machins voilà, qu'on peut toucher, voilà, sur lesquels on peut, voilà, qui vont servir un petit peu de,
voilà, de fidget, quoi, si on veut. Voilà. Je cherchais désespérément un mot en français, en franco-français, mais c'est pas grave. Un En- régulateur? Voilà, tout à fait. Et finalement, toutes ces petites choses-là, voilà, c'est pas grand-chose. En fin de compte, ça ne va pas tant bouleverser, je dirais, l'équipe de travail ou autre, mais par contre, ça va vraiment soulager la personne et ça peut aussi garantir le fait qu'elle puisse continuer à rester dans son environnement de travail et qu'elle puisse s'épanouir. Et bien, j'ai envie de dire, de toute façon, bien souvent, quand on met en place un aménagement pour une personne pour répondre à des besoins spécifiques, ça profite en fin de compte à tout le reste de l'équipe, qu'elle soit composée de neurotypiques ou de personnes qui sont neuroatypiques, quoi. Donc, euh, donc voilà, Oui, point aussi important, quoi. tout à fait, je suis entièrement d'accord. Et puis, je pense qu'à partir du moment aussi où je pense au milieu du travail, parce que moi, ça a été une source très compliquée pour ma part à l'époque, mais s'il y avait peut-être un petit peu de psychoéducation fait aux patrons qui embauchent ce type de salariés pour leur expliquer, voilà, Mhm. si on met tel aménagement en place, c'est pour éviter que la personne soit en surcharge, etc., qu'elle s'use et qu'elle fasse aussi des arrêts maladie, parce que quand on fait des arrêts maladie, les personnes qui font des arrêts maladie, moi j'en ai beaucoup fait, on culpabilise parce qu'on se sent Mhm. nul, on se sent défectueuse et nous l'estime, elle baisse, etc. Et Mhm. faire comprendre tout cet aspect-là aussi aux personnes qui embauchent des personnes neuroatypiques, par exemple, je pense que ça serait aussi ouvrir des portes et un environnement beaucoup plus sécure en fait pour les uns et pour les autres. Et comme tu le dis, ça profite aussi en général aux neurotypiques. Je vois bien notamment, nous on a les heures bleues dans les magasins pour aller faire les courses, plusieurs heures par jour. Mais il y a beaucoup de personnes, y compris les employés, qui disent waouh, ça fait du bien, les lumières moins fortes, pas de musique, c'est vachement plus cool pour nous parce que quand on rentre le soir, on est fatigué. Comme Mhm. quoi, eux aussi, ça les dérange et je pense qu'effectivement, notre cerveau, il n'est pas fait pour être bombardé de musique et de lumière très forte toute la journée, peu importe qu'on soit typique ou atypique. Et effectivement, je pense que ça peut être super intéressant. Après, je pensais notamment aux outils. J'ai créé un outil sur justement l'énergie pour apprendre aux personnes autistes à gérer leur énergie journalière. Et j'ai fait un format de poche ou un format qu'on peut afficher dans son bureau qui permet de dire aux autres, sans le communiquer verbalement, où j'en suis dans mon énergie et à quel moment je peux prendre une pause ou quoi. Et puis du coup, quand la personne, par exemple, le patron vient ou un collaborateur vient en disant, ah, regarde là, par exemple, tu es sur la couleur jaune, je vois qu'il te reste 5 cuillères. Peut-être que tu devrais aller prendre 15 minutes de pause pour te faire du bien, pour qu'il y ait cette espèce d'entraide et de soutien et que la personne autiste aussi se sente vraiment valorisée et soutenue dans ses spécificités. Je pense que ça, c'est hyper important. Ouais. Et puis, encore une fois, j'ai envie de dire, ça peut profiter à tout le monde parce que combien de fois, moi, j'entends aussi des personnes qui vont se culpabiliser, qui pour le coup sont totalement neurotypiques, mais vont se culpabiliser en se disant là, je lui ai répondu bête ou j'ai été complètement niaiseuse, mais c'est parce que j'étais fatiguée, c'est parce que j'en avais marre aussi. Enfin, voilà, je me dis, ça c'est pareil, c'est des choses qui peuvent aussi être profitables à tous, quoi. Ouais, Euh, voilà. ouais, tout à fait. Euh, ouais. Je te propose qu'on passe à la question suivante qui était, est-ce qu'il y a une différence majeure entre les diagnostics TSA des années 90 et aujourd'hui? Alors, vaste question et j'ai envie de dire du coup, voilà, j'ai envie de faire un petit rappel historique par rapport justement au diagnostic parce que je pense que c'est un petit peu finalement ce qui est sous-tendu par cette question. Alors, bon, tout d'abord, rapidement, je pense que c'est important de le rappeler, le terme autisme, de base, il avait été employé d'abord par Bleuler, voilà, excusez-moi encore pour ma façon de prononcer les noms étrangers. Voilà, et donc Bleuler, en fait, de base, lui, il travaillait sur la schizophrénie. Et donc, en fait, lui, il parlait d'autisme pour décrire certains de ces patients qui souffraient justement de schizophrénie. Alors, petit disclaimer, petite parenthèse, maintenant, on aurait peut-être plutôt tendance à parler aussi de troubles du spectre de la schizophrénie parce que, encore une fois, voilà, diagnostic qui peut être soumis à beaucoup de questionnements et ainsi de suite, mais nous en parlerons peut-être une autre fois en fonction de si nous avons du public intéressé. Mais bon, en tous les cas, voilà, Bleuler, lui, il avait utilisé le mot autisme plutôt pour parler de certains comportements de repli qu'il observait chez des personnes qui avaient une schizophrénie, sachant que schizophrénie et TSA sont voilà, deux choses, deux entités totalement différentes. Voilà, je le précise. Et puis finalement, flash forward, on arrive
sur les années 40. Et puis, au moment où Kanner, justement, fait ses premières observations à l'hôpital John Hopkins, donc lui, il va décrire en fait 11 enfants qu'il va rencontrer, et lui, il va parler d'autisme, mais en se référant un petit peu, finalement, bah, aux premières informations qui venaient de la psychiatrie, donc qui étaient un peu issues justement de Bleuler. Donc voilà, finalement, il emploie ce terme-là d'autisme pour parler un petit peu des difficultés qui vont être au niveau des interactions sociales, au niveau comportemental, mais il est un peu, je dirais, inspiré ou en tout cas formaté par cette représentation qui est très psychiatrique, quoi. Et puis, Kanner, il va repérer après d'autres spécificités chez ces fameux enfants, donc notamment le besoin d'immuabilité, c'est-à-dire le besoin que les choses soient toujours un petit peu de même. Et puis, il va repérer également après tout ce qui va être au niveau des difficultés un peu comportementales et ainsi de suite. Et puis lui, après, petite différence par rapport aux représentations plus de Bleuler, c'est que lui, il va percevoir l'autisme comme étant une composante plutôt développementale. Et donc, ce qui n'était pas le cas également, voilà, de son contemporain qui est Asperger, qui lui pensait que l'autisme, c'était plutôt un trouble de la personnalité. J'avance encore un petit peu là dans le temps, mais c'est pour dire que voilà, les représentations qu'on va avoir des TSA, elles évoluent aussi avec et le background social, mais également et le background historique et des représentations scientifiques de l'époque. Donc, j'avance un petit peu dans le temps. Finalement, vraiment les premiers outils qui vont permettre d'évaluer les signes des TSA, ils vont être élaborés dans les années 60. Donc, sachant que les premiers textes, que ce soit ceux de Kanner ou ceux d'Asperger, entre parenthèses, les textes d'Asperger à l'époque sont passés relativement inaperçus. Il y a une redécouverte, encore une fois, qui est beaucoup plus récente des travaux d'Asperger. Mais bon, voilà, on va les situer quand même comme étant des contemporains, même si les impacts n'ont pas été les mêmes. Anyway, finalement, c'est dans les années 60, donc presque 20 ans plus tard, qu'on va avoir les premiers échelles d'évaluation. Et on les doit notamment à Bernard Rimland, qui était psychologue et qui lui-même était le père d'un jeune garçon qui avait un TSA. Et donc, c'est lui qui, en premier, va justement élaborer ses premiers outils diagnostiques. Donc, toujours pareil, dans les années 60, c'est là qu'on va avoir la sortie du DSM-2, c'est-à-dire le manuel diagnostique, qui est un outil, bon, même si c'est un outil élaboré essentiellement aux États-Unis, bah, c'est quand même un outil qu'on va utiliser à l'international. Et donc, le DSM-2, lui, il ne mentionnera pas l'autisme, mais par contre, il va parler de troubles du développement intellectuel et il va parler de manifestations autistiques, mais dans le cadre de ce qu'ils appelaient à l'époque la schizophrénie de l'enfant. Donc, vous voyez, encore une fois, on retrouve cette représentation très psychiatrique et très inspirée finalement, enfin très héritée de Bleuler et de tout le mouvement psychiatrique de l'époque, où en fait finalement on va classer les TSA et l'autisme comme étant en fait une composante d'un trouble qui n'existe plus à l'heure actuelle, qui est la schizophrénie de l'enfant. Et puis, dans cette perspective, en fait, l'autisme, à ce moment-là, il est perçu comme étant une composante d'un autre trouble, voire la porte d'entrée, en fait, vers un autre trouble psychiatrique tel que la schizophrénie. Il y avait beaucoup cette idée-là à l'époque que la schizophrénie de l'enfant, eh bien, ensuite, mènerait la personne dans son développement vers, encore une fois, la schizophrénie une fois adulte. Je reviens encore une fois, disclaimer, ce sont des représentations, je le donne à titre informatif pour que les gens comprennent justement l'aspect historique et l'évolution du diagnostic, ce n'est plus du tout actuel. Voilà, et heureusement, j'ai envie de dire que les choses sont remises en question régulièrement. Alors, finalement, c'est que dans les années 70 que l'autisme va rentrer en tant que diagnostic à part entière dans les grandes classifications, et notamment grâce aux travaux de Rimland, mais aussi grâce aux travaux de Reuter et aussi de l'American National Society for Autistic Children. Voilà, excusez-moi encore pour mon accent. Sur la même période, on a aussi des programmes qui vont être développés, notamment le programme ABA de Lovas et de ses collègues de la UCLA. Alors, l'ABA, c'est extrêmement critiquable, je suis d'accord. Il y a eu des tas de dérives également autour de l'ABA. N'empêche qu'il s'agit du tout premier programme qui a été conçu et validé scientifiquement. Et donc, rien que pour ça, il mérite d'être nommé. Mais encore une fois, l'ABA,
est à voir dans une perspective historique. Et peut-être qu'il est à aussi laissé du côté finalement de l'histoire et des vestiges de notre histoire. Voilà, en tout cas, il avait ce mérite d'être l'un des premiers programmes qui était basé sur des approches plutôt éducatives et puis sur l'apprentissage de compétences et plutôt que sur des approches psychothérapiques qui, elles, par contre, n'étaient pas et ne sont peut-être pas toujours aussi très fonctionnelles. En tout cas, il y a aussi un autre point important, c'est que pendant ce temps, là, je parle beaucoup de tout ce qui va être approche nord-américaine, mais pendant ce temps, en France, il y avait aussi des choses qui se passaient. Et ça aussi, je pense que c'est un point à avoir en considération, c'est-à-dire que en fonction de là où on se situe, de part et d'autre de l'Atlantique, vous pouvez avoir le même profil, les mêmes particularités neurodéveloppementales, mais vous n'aurez pas le même destin. Et donc là, justement, point important, toujours sur les années 60, en France, on n'était pas du tout dans cette approche-là. En France, à l'époque, on était plutôt sur la pensée que les enfants souffraient de psychose infantile. Alors, c'est la grande époque avec notamment les travaux de Robert Mises, mais aussi de Margaret Mahler qui va parler de psychose autistique et qui, elle, va expliquer que l'apparition de l'autisme, en fait, ça découle des modalités relationnelles entre mère et enfant. Et elle estimait que c'est la mère qui aurait d'abord énormément investi son enfant et puis qui ensuite l'aurait désinvesti parce qu'elle aurait souffert d'une dépression. Et c'est ça qui, en fait, aurait conditionner plus ou moins l'apparition de l'autisme chez l'enfant. Disclaimer, cela n'est absolument pas une théorie validée scientifiquement, mais il faut encore une fois le dire et en parler sur l'approche plutôt historique parce que ça va énormément conditionner les travaux malheureusement des professionnels de santé et puis également ça va conditionner aussi les travaux de certains chercheurs également. Toujours sur la même période, dans les années 60, on a Bettelheim, pardon, qui va publier son livre qui s'appelle La forteresse vide, avec ce fameux concept de, entre guillemets, mère frigo, et qui, entre parenthèses, avait déjà été abordé par Kanner 20 ans auparavant. Hein. Voilà, j'aimerais préciser que Kanner, lui aussi, avait noté ce type de théorie. Hein. Et donc, Bettelheim, lui, à l'instar de Mahler, il va penser que l'enfant rentre dans l'autisme lorsqu'il a été confronté à des carences affectives graves et puis qu'il aurait perçu chez ses parents, soi-disant, le désir qu'il n'existe pas. Encore une fois, disclaimer, ce n'est pas validé scientifiquement. Ce sont des théories qui sont anciennes, qui datent des années 60. Laissons-les dans la grotte dont elles n'auraient jamais dû sortir, entre guillemets. Je ne me ferai pas des amis, mais ce n'est pas grave. Mais surtout, c'est important d'en parler parce que malheureusement, encore une fois, ça va avoir conditionné énormément de professionnels, ça va avoir conditionné énormément de prise en charge également, et ça va avoir culpabilisé à fond des tas de familles qui ne méritaient franchement pas qu'on les traite de cette façon. Et de même, ça va avoir aussi malheureusement conditionner la prise en charge de beaucoup d'enfants qui vont se retrouver finalement bloqués avec cette étiquette de psychose infantile slash psychose infantile évoluant sur un mode déficitaire et qui du coup se retrouvent bloqués dans un destin qui est plutôt psychiatrique alors que ces mêmes enfants, s'ils avaient été élevés, s'ils avaient été nés en Californie, par exemple, à la même époque, auraient pu bénéficier d'approches éducatives et donc connaître un autre destin, quoi. Je pense que ça aussi, c'est un point très, très important à souligner quand on parlait du côté environnemental, mais également pour l'aspect historique de la chose. Alors, bon, dans tous les cas, pour rester un petit peu en France, bon voilà, j'ai parlé de Malheur, mais il y avait également Manoni, il y avait également Tustin, qui vont percevoir l'autisme comme une tentative d'éviter en fait la conscience de séparation corporelle entre l'enfant et sa mère. Et puis dans ce cadre-là, à ce moment-là, elles vont interpréter tout ce qui est comportement, alors dit autistique, mais en fait il s'agit des comportements d'autostimulation comme étant des tentatives, un peu des perspectives d'autosensualité. Ça fait mal de le dire comme ça, mais c'était les théories psychanalytiques de l'époque. Et puis, elles vont voir aussi beaucoup tout ce qui est comportement d'autostimulation comme étant des tentatives pour rester dans la continuité de son corps et pour faire obstacle entre le soi et le non-soi. Voilà. Et puis, c'est ce qui va, selon elle, expliquer les objets autistiques, c'est-à-dire le fait que parfois la personne va, entre guillemets, s'attacher à des objets
qui, a priori, ne sont pas censés être des objets, voilà, style doudou et autres, quoi. Et puis après, un petit peu plus tard, un postérieur un peu à ces dames-là, il y a aussi Colette Soler qui, elle va se référer beaucoup aux approches lacaniennes et elle va percevoir en fait l'autisme comme étant une problématique située entre l'aliénation au grand autre. Alors ça, c'est vraiment des théories très, très lacaniennes, puisque dans la théorie lacanienne, on a le grand autre, on a le petit autre, on a également différents objets, enfin voilà. Et puis la séparation. Enfin voilà. Et donc finalement, toutes les spécificités autour des perceptions sensorielles dans les TSA vont être comprises selon ces théories-là comme étant des formes finalement de morcellement de l'image du corps. Encore une fois, ces théories appartiennent au passé et devraient y rester. Ce ne sont pas des théories scientifiques, ce n'est pas validé scientifiquement, ça n'a jamais été démontré, prouvé et ainsi de suite. Mais n'empêche que ça a conditionné la représentation des TSA en France et pendant extrêmement longtemps, ça a été aussi les seules théories qui ont été enseignées aux étudiants en médecine, en psychologie dans les universités françaises. Et même à l'heure actuelle, j'ai envie de dire, malheureusement, il y a encore des universités où on enseigne ce type de théorie, ce qui ne devrait pas être le cas. Et voilà, et j'en parle pour justement que les personnes puissent avoir notion de l'aspect historique de ces choses-là, qu'elles puissent comprendre aussi pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de dérives autour des TSA à certaines époques, et malheureusement, pourquoi est-ce que certains de ces clichés, certaines de ces dérives continuent toujours. Je, je avance un petit peu dans le temps. On arrive justement aux années 90, puisque c'était là aussi le point de départ de la question. Et donc, dans les années 90, eh ben, on a la sortie du DSM-3. Et dans le DSM-3, là, on va avoir justement l'entrée, l'apparition d'une entité diagnostique à part entière qui est l'autisme infantile. Et donc, on va y retrouver notamment les différents critères voilà, certains qu'on retrouve toujours à l'heure actuelle dans la version du DSM-5. En tout cas, dans le DSM-3, dans sa toute première version, eh bien, on avait la possibilité enfin de distinguer l'autisme qu'on peut observer chez les enfants par rapport à d'autres troubles, comme par exemple la schizophrénie. L'autisme infantile, à ce moment-là, il est enregistré dans une nouvelle catégorie qui est les troubles envahissants du développement. Et puis après, le DSM-3, il va également introduire la notion d'autisme infantile résiduel pour les adultes qui avaient reçu dans l'enfance un diagnostic d'autisme infantile et qui, du coup, montraient toujours quelques signes, justement, des TSA. Puis en 87, eh bien, on a la sortie du DSM-3R, c'est-à-dire le DSM-3 révisé, où là, à ce moment-là, l'autisme infantile devient trouble autistique avec des critères beaucoup plus flexibles et puis une approche qui est encore plus tournée vers les aspects développementaux. Et sur la même période, c'est-à-dire années 70-90, eh bien, on a des études autour des bases neurologiques, chromosomiques, génétiques qui vont se développer et qui vont permettre de rejeter enfin l'hypothèse d'un trouble d'origine psycho-affective ou qui serait strictement lié à la personnalité. En tout cas, encore une fois, dans le monde anglo-saxon, puisque visiblement, ces théories n'ont pas appris à nager et n'ont pas pu traverser l'Atlantique. Et ça, elles vont arriver que bien, bien, bien plus tard chez nous, sur le continent et en France. Et donc, c'est important aussi de noter, encore une fois, que, bon, ces recherches-là sont toutes très passionnantes autour des chromosomes, autour de la génétique, ainsi de suite, mais que pour le moment, on n'a pas encore trouvé vraiment de consensus. Alors, j'ai fait une revue de la littérature un peu succincte et finalement, il y a plusieurs chromosomes qui sont, qui pourraient éventuellement être impliqués dans le développement du TSA. Et il y a aussi pas mal d'analyses autour du génome et des gènes. Enfin, tout ça est très intéressant. Je mettrai les références des études en description de notre vidéo pour que les personnes qui s'intéressent puissent regarder. Mais même si nous n'avons pas de consensus, cela nous permet en tout cas de rejeter l'hypothèse d'un problème strictement psycho-affectif, d'un problème strictement lié à la personnalité et d'aller regarder et de continuer à explorer justement sur les bases plutôt neurobiologiques, quoi. Alors, après, on arrive, je continue à avancer, à 1994, nous arrivons avec l'arrivée du DSM-4. Et là, les principaux signes qui seront retenus justement pour le diagnostic du TSA, ça va être l'altération qualitative des interactions sociales, l'altération également qualitative de la communication, l'aspect restreint, répétitif, stéréotypé entre guillemets, des comportements, des intérêts, des activités. Et puis,
le retard aussi de certains fonctionnements, en tout cas qui vont être repérés avant l'âge de 3 ans. Et puis sur la même période en Australie, autre point, là je change un peu de catégorie, eh bien on a la sociologue donc Singer qui elle-même est porteuse d'un TSA qui va conceptualiser en fait ce qu'elle appelle la neurodiversité et les minorités neurologiques. Et là également ça va complètement changer. C'est vrai que là je parle beaucoup d'aspects très médicalo-centrés avec tout ce qui est autour du diagnostic et tout ça, mais en même temps c'était un peu l'objet de la question. Mais c'est aussi important de rappeler qu'à partir des années 90 et des fameux travaux de Singer et de d'autres sociologues et d'autres aussi après militants, on va avoir cet aspect justement qui se développe, la représentation de la neurodiversité. Et donc, de cette approche va découler en fait ce qu'on appelle tout ce qui est neurodiversité, mais aussi neurodivergence ou neuroatypisme. Et voilà, et penser ça aussi comme étant une composante de l'identité de la personne et non comme étant un trouble. Et ça aussi, ça change la représentation qu'on va avoir. Et puis, cette approche, elle permet également d'aller à l'encontre de la dichotomie entre ce qui serait un autisme, entre guillemets, de haut niveau, ce qu'on appelait le syndrome d'Asperger, et l'autisme qui serait plutôt associé à une déficience intellectuelle. C'est vrai que pendant très longtemps, on a eu cette représentation, et même dans le grand public, on l'a encore, la représentation de l'autiste, entre guillemets, sans déficience, qui serait soit Asperger, soit ce qu'on appelait un autiste savant il y a beaucoup trop d'années, mais que le grand public continue à imaginer. Et puis, ce que serait plutôt une personne avec un autisme et de la déficience intellectuelle. Voilà, il n'y a pas de réelle dichotomie. Et justement, c'est ça un des intérêts aussi de cette approche de la neurodiversité, c'est justement d'aller à l'encontre de cette pensée comme quoi il y aurait voilà, deux grandes catégories. Voilà, et on n'est pas dans cette représentation tout blanc ou tout noir, on est encore une fois dans des tas de nuances, quoi. Enfin bref, et du coup, c'est important d'aller justement à l'encontre de certaines représentations qui sont biaisées et qui normalement devraient appartenir au passé, quoi. Enfin bref. Et donc, surtout, un autre intérêt de l'approche autour de tout ce qui va être neurodiversité, c'est aussi de montrer l'influence du regard des neurotypiques en général et des médecins en particulier sur les représentations et les performances de la personne et comment ceux-ci vont conditionner également l'image que la personne a d'elle-même et de son devenir. Voilà. Pour illustrer mon propos, je vais parler un petit peu de Cal Montgomery, qui est auteur, militant TSA, mais militant aussi queer et trans, et qui est aussi directeur du conseil Autistic Self Advocacy Network, et qui a été institutionnalisé pendant 17 ans, qui a subi des violences physiques, psychologiques, parce que justement, il était non oralisant, c'est-à-dire qu'il ne s'exprimait pas oralement et que du coup, à cause de ça, les médecins pensaient qu'il avait une déficience intellectuelle et du coup se sont permis d'aller à l'encontre de ses droits sur ce simple prétexte. Alors que, voilà, numéro un, certes, il est avec voilà, avec des challenges, je dirais, au niveau intellectuel, mais ça ne justifie absolument pas les violences qu'il a pu subir. Rien ne justifie les violences de toute manière. Et puis surtout, point important, encore une fois, pour parler de neurodiversité, c'est que finalement, je reviens un peu sur ce que je disais aussi avant, c'est que le fait qu'il ait été non oralisant pendant 17 ans, ça s'expliquait aussi par rapport à son développement, ça s'expliquait également par rapport au challenge auquel il faisait face à cette époque-là dans son parcours de vie, mais aussi au niveau environnemental. Et du coup, et en l'occurrence, ça n'a absolument pas empêché qu'il puisse maintenant être un auteur ou qu'il puisse avoir des postes à responsabilité au niveau associatif. Donc voilà, je pense que c'est très important justement d'aller à l'encontre de certaines représentations parce qu'encore une fois, du regard qu'on va porter sur certains challenges et du regard qu'on va porter aussi voilà, sur certaines particularités, eh bien, vont découler des pratiques qui malheureusement peuvent être maltraitantes et qui ne sont absolument pas justifiées. Enfin, en 92, je reviens un petit peu, Sinclair va fonder avec d'autres militants qui ont un TSA
le Autism Network International. Et donc, à ce moment-là, avec pour mot d'ordre, justement, de faire connaître la personne, connaître son identité, connaître ses droits, sa possibilité de jouer un rôle social et politique, mais aussi de laisser les personnes concernées s'exprimer pour elles-mêmes. Et puis en France, on est toujours à la traîne en attendant. Mais il y a quand même quelques petites avancées. En 85, par exemple, en région parisienne, dans une toute petite commune, c'était Bure-sur-Yvette, on a eu des parents militants qui ont réussi à ouvrir la toute première classe d'intégration pour les enfants ayant un TSA. Et donc, ça a été vraiment une des premières bases pour donner accès à l'école ordinaire aux enfants qui avaient un TSA et justement qu'ils puissent sortir, ne pas être en fait condamnés à avoir un destin purement institutionnel, quoi. Pareil, en 89, on a l'association donc APPEDIA qui fonde un service d'intégration scolaire et sociale dans le département des Hauts-de-Seine. Et puis enfin, en 94, sous l'égide de Simone Veil, on va avoir également le tout premier plan autisme. Euh, et malheureusement, qui ne va jamais vraiment être mis en place parce qu'il a été enrayé dès l'année suivante par les mesures économiques d'Alain Juppé. Voilà, ça c'est un... Mais bon, malheureusement, c'est autre chose. Enfin bref. Et puis là, actuellement, nous sommes au DSM-5. Donc, avec justement dans les grandes nouveautés du DSM-5, c'est la disparition du syndrome d'Asperger. Alors, le syndrome d'Asperger, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Il y a une grosse représentation aussi dans le grand public de ce qu'est le syndrome Asperger. Point important, même si Asperger, ses travaux, c'était dans les années 40, le syndrome d'Asperger n'est véritablement, j'ai envie de dire, popularisé que grâce à Lorna Wing, et c'est dans les années 90. Donc finalement, le syndrome d'Asperger, sur un plan historique, aura relativement peu vécu, hein. On parle d'un syndrome qui finalement n'aura été vraiment reconnu que pendant 25 ans, 30 maxi. Mais bon, n'empêche que dans le grand public, il aura fait pas mal de représentations et souvent beaucoup de représentations biaisées. On a l'évolution aussi des autres critères diagnostiques du TSA avec le DSM-5 et au point que certains auteurs en fait ont eu peur qu'on puisse finalement voilà que qu'on puisse ne plus finalement bien représenter certaines personnes qui avaient un TSA ou qu'on puisse en ayant des critères plus souples, finalement, avoir trop de personnes, entre guillemets, qui puissent être considérées comme ayant un TSA. Ce sont des polémiques, voilà, que je laisse à ce moment-là aux experts. En tous les cas, là, actuellement, il y a un des problèmes quand même je pense qu'il peut être assez important avec le DSM-5, mais bon, voilà, rien n'est parfait de toute façon dans la vie. C'est qu'on reste encore sur une représentation qui est très déficitaire des TSA et qu'on ne regarde pas suffisamment du côté des compétences et des spécificités et même des potentialités de la personne. Si on regarde les critères diagnostiques du TSA dans le DSM-5, on va beaucoup voir revenir déficit persistant de la communication et des interactions sociales. On va voir caractère restreint et répétitif des comportements. On va voir aussi des symptômes occasionnant un retentissement cliniquement significatif en termes de fonctionnement actuel, social, scolaire, professionnel, apparition très précoce. Enfin, vous voyez, on est beaucoup dans des termes finalement qui sont assez péjoratifs et qui mettent beaucoup en avant un aspect très déficitaire. Et ce qui est dommage parce que du coup, on n'est pas des déficits, on est une personne avec des potentialités, avec des forces, avec des challenges, mais aussi avec et principalement avec des compétences et qui sont à reconnaître justement. Bon. En tout cas, c'est aussi une vision finalement qui est tournée vers les déficits qui fait qu'on va avoir la pensée ensuite que les TSA devraient forcément être prises en soin et qu'on devrait forcément mettre en place de la remédiation du TSA, ce qui n'est pas toujours le cas. Je pense qu'il y a certainement énormément de personnes qui sont concernées par le TSA, mais qui finalement s'ignorent et qui fonctionnent bien certainement et que voilà et qui sont peut-être un exemple justement qui n'a pas besoin d'avoir tant de prises en charge ou en tout cas pas des prises en charge ultra lourdes. Et puis bon, pour revenir un petit peu à la question de base, bah, c'est important de pouvoir justement avoir cet aspect historique parce que finalement, voilà, j'ai envie de dire la personne, elle peut avoir parfaitement finalement un peu le même profil dans les années 90 ou là maintenant dans les années 2020. Et pour autant, elle ne connaîtra pas du tout le même parcours. Le diagnostic ne va pas être posé aussi de la même façon.
Et de même, l'éventuelle prise en soi qui en découlerait ne va pas du tout être la même, quoi. Je pense aussi que c'est important de rappeler, puisque je suis toujours dans cet aspect historique, c'est que on a eu un énorme développement également du travail militant, que ce soit des parents dans les années plus 80, 90, ou même des militants, des personnes concernées par les TSA. Encore une fois, ça s'est énormément développé depuis une trentaine d'années et je pense qu'on leur doit énormément de choses parce que ce travail-là va aussi influencer après nos représentations en tant que chercheur, mais aussi nos représentations en tant que potentiels soignants ou rééducateurs et ainsi de suite. Et je pense que c'est important justement de mettre en avant le travail qu'ils ont fait autour de la sensibilisation, de faire connaître aussi certaines représentations aussi autour de la neurodiversité et ainsi de suite. Et puis, également, un des grands apports des militants, c'est d'avoir montré que le TSA, c'est également une entité socialement construite et culturellement produite. Ce n'est pas quelque chose qui relèverait uniquement d'un aspect médical. C'est aussi une construction et une représentation sociale, culturelle et ainsi de suite. Et puis après, finalement, comme on l'a vu aussi précédemment, il n'y a pas un TSA. Voilà, c'est un terme parapluie. Et donc, voilà, ce serait peut-être plus adapté de parler de conditions autistiques. Voilà, autistic condition, comme dit Baron Cohen. Et puis, autre point aussi important, c'est que par le travail, par la communication aussi des groupes militants, ils ont réussi aussi à faire évoluer les représentations, comme je disais, l'image des TSA, mais aussi ils ont réussi à en faire un enjeu politique. On sort de plus en plus de la vision essentialiste des TSA, donc essentialiste, c'est-à-dire comme s'il y aurait une sorte d'essence, je dirais, à l'intérieur de la personne qui ferait que, voilà, quand tu as un TSA, tu es censé être comme ci, comme ça. Et puis on sort également de ce discours qui est strictement médical et qui va avoir tendance à victimiser en fait la personne et sa famille pour parler au contraire davantage d'individualité, de représentation positive, mais aussi d'inclusion et puis de fierté. Voilà. Et puis après, il y a aussi un autre point important, c'est que le travail des militants, ça vise aussi à faire de la neurodiversité un enjeu politique, comme je disais. Et puis là, j'ai envie de parler du travail fait par les associations, un travail de veille extrêmement important. Je pense aussi à d'autres groupes militants qui font en sorte aussi qu'on puisse avoir une meilleure représentation et dans les médias et aussi pour le grand public de ce que peuvent être les TSA, mais aussi de ce que peut être la neurodiversité. Et puis aussi qui militent contre la ségrégation des personnes qui ont un TSA dans les institutions, qu'elles soient médicales ou médico-sociales. Et là, juste pour conclure, je suis désolée, c'est un petit peu long, mais pour conclure et rappeler, répondre un peu à la question de base, finalement, qu'est-ce qui a changé par rapport au diagnostic posé dans les années 90 et maintenant j'ai envie de prendre un petit exemple en illustration. Imaginons un enfant, d'accord? Imaginons un enfant qui serait né en 1987, d'accord? Et qui montre des traits des TSA. On va le repérer, par exemple, 1990, 91, par exemple, quand il a 3-4 ans et qu'il est à l'école maternelle. Et imaginons que c'est un petit Français, on va dire, qui vient d'un milieu finalement populaire, petite classe moyenne. Il est très, très probable qu'à ce moment-là, il soit orienté vers des structures publiques, probablement CMPP, probablement pédopsychiatrie. Sauf que là, on est en 1990 en France, ce qui veut dire que du coup, il va être confronté à des équipes médicales, paramédicales, éducatives qui sont très biberonnées à la psychanalyse, aux théories de Malheur, aux théories de Bettelheim dont je parlais tantôt. Et donc, il est très probable que ce petit enfant va recevoir un diagnostic à ce moment-là de psychose infantile ou de psychose autistique. Il va être orienté probablement en hôpital de jour, où il va sûrement recevoir des soins qui vont surtout être basés sur ses approches psychanalytiques. Probablement qu'il va être dans des groupes pataugeoires, équithérapie, groupe compte, thérapie analytique, packing. Je rappelle que le packing est interdit depuis seulement 2016, alors que nous avons eu énormément de cas, notamment très médiatisés dans les années 2000, de personnes qui ont été malmenées par le packing, voire qui malheureusement sont décédées. Donc voilà, donc cet enfant va sûrement recevoir ce type de soins qui, en soi, sont assez cohérents par rapport à l'approche psychanalytique et aux théories que je décrivais précédemment, puisque à ce moment-là, ce que l'équipe va vouloir faire, c'est en fait aider l'enfant
à travailler et à résoudre ses conflits psychiques internes, à unifier son moi et puis à le faire rentrer dans le langage. Donc, si on est dans cette perspective-là, c'est totalement cohérent qu'il veuille lui proposer des groupes comptes et des groupes basés sur une approche plutôt sensorielle et ainsi de suite. N'empêche que c'est pas de ça dont il a besoin. Mais c'est pour dire, voilà, à l'époque, les gens font du mieux qu'ils peuvent avec les outils qu'ils ont. Et puis dans cette perspective aussi, l'équipe soignante va voir aussi que c'est toute l'institution en fait qui est soignante et qui va être un petit peu, qui va agir en tant que autre primordial, j'ai envie de dire, pour cet enfant. Et donc c'est ce qui fait qu'ils vont être aussi dans cette approche-là pour pouvoir aider cet enfant. Encore une fois, remettons-le dans cette perspective historique. Les gens ont fait avec ce qu'ils pouvaient, avec les théories qu'ils avaient et avec les outils qui leur étaient mis à disposition. Je ne suis pas là pour dire, voilà, on excuse les choses, mais c'est pour remettre dans le contexte. Les gens qui utiliseraient ça à l'heure actuelle comme présupposé, alors que nous sommes en 2024, n'ont absolument aucune excuse là, par contre. Alors, autre point aussi très important, c'est que malheureusement, avec cette approche-là, bah, l'enfant va être conditionné à un destin psychiatrique. C'est-à-dire qu'on va être beaucoup dans cette approche de, bah, finalement, c'est l'institution qui va, entre guillemets, le soigner, et on va être beaucoup dans cette approche, comme je disais, psychose, et donc du coup psychiatrie. Et donc malheureusement, bah, cet enfant démarre finalement, bah, quitte l'école très très tôt, dans les premières années de maternelle ou de primaire, pour entrer dans des institutions médico-sociales. Et malheureusement, pour beaucoup de personnes qui sont de la génération des années 80, bah, si justement ils n'ont pas eu des parents qui étaient informés ou qui eux-mêmes étaient sensibilisés ou qui se sont battus pour les sortir de cela, ou si eux n'avaient pas un profil très spécifique également, bah, ils ont connu ce destin un peu institutionnel où en gros, bah, on passe d'une institution à l'autre, de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte. Et finalement, eh ben, c'est pour ça aussi qu'en France, nous avons énormément d'adultes qui ont un TSA qui malheureusement n'ont connu que des institutions et des institutions psychiatriques, ce qui est complètement aberrant et va à l'encontre des droits fondamentaux des personnes. Alors après, pour revenir un petit peu sur l'aspect plus historique, il faut aussi rappeler que dans les années 90, on avait très peu finalement d'outils diagnostiques fiables et validés scientifiquement qui étaient à disposition des professionnels. Comme je disais, certes, on a eu des questionnaires, des échelles diagnostiques, mais dans les pays anglo-saxons qui se sont développés dans les années 60. En France, il y avait, pour ainsi dire, rien. Et encore une fois, dans les années 90, il n'y a pas Internet qui est autant développé qu'ici. Donc, une personne, un professionnel qui voudrait justement améliorer sa pratique, il est très, très vite, finalement, bah, j'ai envie de dire limité. Point aussi important, c'est que, par exemple, l'approche Teach, d'accord, qui a été développée par Eric Schopler et Robert Reichler, ça date bon, la fin des années 70, mais encore une fois, ce n'est arrivé que finalement relativement récemment en France. Pareil, il y a aussi eu beaucoup d'outils qui servent actuellement justement pour pouvoir identifier bah, les jeunes qui ont un TSA, pour pouvoir poser les diagnostics et tout ça, qui n'ont été développés finalement que relativement récemment et sont arrivés en France encore plus récemment. Voilà, je pense notamment à la NEPSI, qui est une batterie d'évaluation neuropsychologique. Elle est sortie dans les années 80 dans sa première version, mais elle a été traduite en anglais qu'en 98 et elle est arrivée en France qu'en 2003. Donc finalement, je reviens sur mon exemple de départ, l'enfant qui est né en 87, quand il arrive finalement pour la première fois vers des professionnels de santé, ceux-ci n'ont finalement pas grand-chose en termes d'outils pour justement pouvoir repérer, pour pouvoir évaluer et pour pouvoir véritablement ensuite poser un diagnostic et peut-être prendre en soin aussi l'enfant. Donc ça, c'est aussi un point important. Changement de décor, imaginons, je reprends le même enfant, mais je le fais naître en 2017, d'accord? Donc 30 ans plus tard. Et bien, ce petit enfant-là, admettons qu'il, pareil, il a ses premiers signes évocateurs des TSA qui sont repérés vers l'âge de 3-4 ans. Ben, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, il va pouvoir bénéficier déjà d'un premier dépistage auprès d'un pédiatre ou d'un généraliste grâce à la M-Chat ou la Q-Chat, ou même les deux, pourquoi pas. Et ça, c'est un point important, c'est-à-dire que maintenant aussi, nous avons des médecins qui sont en première ligne et qui sont beaucoup mieux sensibilisés et beaucoup mieux formés au repérage. Pareil, si
le médecin, par exemple, repère des choses avec le MChat, par exemple, eh bien, il peut orienter la famille vers la plateforme de coordination et d'orientation, c'est-à-dire la PCO de son département, sachant que cette plateforme-là est créée spécifiquement pour pouvoir justement accompagner et coordonner tout ce qui va être autour du diagnostic et puis de faire intervenir différents professionnels ou différentes équipes pour pouvoir justement venir vers la famille, vers l'enfant, pour pouvoir faire des évaluations et du repérage, sachant que c'est complètement gratuit, ces choses-là. Ça aussi, ça n'existait pas pour cet enfant qui est né en 87 et qui, dans les années 90, se retrouve avec justement ses premières suspicions de TSA chez lui. Aussi, rappelons une autre chose, c'est que dans les tests qui sont un peu nos gold standards actuellement pour pouvoir poser le diagnostic, donc je pense notamment à l'ADOS, je pense notamment à l'ADIR, leur première version date respectivement de 99 et 2003. L'enfant qui est né en 2007 peut justement bénéficier de ces outils-là de repérage, tandis que l'enfant qui était né en 87 n'y avait pas accès, malheureusement. Pareil, on peut ajouter des tas d'autres voilà, batteries d'évaluation. Je pense notamment à l'ABEX, donc la batterie d'évaluation cognitive et socio-émotionnelle qui elle est sortie en 2008. L'enfant né en 2017, lui, peut y avoir accès, pas celui de 87. La Vineland également pour repérer tout ce qui va être également comportement adaptatif. Bon, la Vineland 2, elle est sortie en 2005. Voilà, à nouveau. Pareil, on va avoir dans les autres outils, je donne un peu ma liste pour que les thérapeutes qui m'écoutent se disent, OK, je prends des notes et puis au prochain, voilà, à la prochaine possibilité, je fais ma liste de courses. La Comfort également, première version 2006. La batterie d'évaluation des fonctions exécutives de l'enfant 2021 seulement. Et puis, j'en passe encore d'autres, mais nous avons énormément d'échelles finalement que nous utilisons maintenant et nous pourrions proposer à ce petit enfant fictif né en 2017, mais auquel l'enfant de 87 n'aurait pas pu avoir accès. Pareil, à l'heure actuelle, nous avons aussi, comme je disais, nous avons aussi eu cette sensibilisation, je dirais, en tout cas j'espère, en tant que professionnels de santé, professionnels de la rééducation, nous avons eu cette sensibilisation sur tout ce qui pouvait être la neurodiversité et également, nous sommes, j'espère, la majorité d'entre nous sortis de ce référentiel strictement psychiatrique et et voilà, et ça, c'est quelque chose qui va aussi, heureusement, faire évoluer notre pratique et faire qu'on ne proposera pas la même chose à ce petit enfant né en 2017 qu'on aurait proposé malheureusement à cet enfant né en 87. Donc finalement, voilà, peut-être que ça peut aussi expliquer quelles sont les différences majeures par rapport à la pose de diagnostic et au repérage et également à l'accompagnement des enfants et puis même des adultes, peu importe qu'on soit dans les années 90 ou à l'heure actuelle dans les années 2020. Euh, Bref, tout ça suppose de toute façon que les professionnels soient formés correctement, qu'il y ait une véritable aussi volonté de politique, une véritable volonté politique de faire évoluer les pratiques, de faire évoluer l'enseignement également, d'être véritablement sur des approches scientifiquement validées et également une véritable politique d'inclusion également. Et puis de ce côté-là, je reviens encore là-dessus, je pense qu'on doit énormément, encore une fois, aux associations qui font aussi ce travail de veille extrêmement important. Voilà, c'était une réponse longue. J'espère ne pas avoir perdu trop de monde. Est-ce que tu aimerais ajouter ou compléter des choses par rapport à ça? Oui, avec plaisir. Alors, sur l'aspect historique, je n'ai rien à ajouter. Je ne peux pas aller contre l'histoire. Par contre, effectivement, sur certains points que tu as évoqués qui sont vraiment importants, je pense. Alors, il y a la neurodiversité, l'inclusion, donc la neurodiversité positive, hein. C'est-à-dire, par exemple, quand on annonce un diagnostic, ne pas l'annoncer comme quelque chose de... Ah bah, parce que moi je l'entends encore hein, de la part de patientes, bah ça va être toute votre vie, c'est comme ça. En gros, on est défaitiste, on peut rien faire. Super. On présente pas de possibilités d'évolution, d'ajustement, etc. Et ça, je trouve que quand on s'attend pas à ce diagnostic ou même quand on s'y attend, ça peut être vraiment avoir un effet d'écrasement sur la personne qui est déjà en souffrance, hein, puisque lorsqu'on va chercher un diagnostic ou qu'on consulte, hein, c'est qu'il y a une souffrance derrière. Donc, je pense qu'il faudrait pouvoir annoncer le diagnostic de façon, entre parenthèses, positive en disant, voilà, Hmm. vous avez cette étiquette, alors moi j'appelle ça une étiquette administrative. Vous avez cette étiquette, mais écoutez, je comprends votre souffrance. Voilà sur quoi on va pouvoir vous faire avancer, évoluer si vous êtes OK pour qu'on avance là-dessus. Après, effectivement, ça ne va pas vous changer.
parce que bah voilà, vous êtes fait comme ça, mais en tout cas, c'est pas une fatalité. On va pouvoir vous aider, adapter votre environnement, apprendre à vous accepter pour plus que vous soyez fatigué, peut-être que vous ayez moins de TCA, moins d'anxiété, etc. Mais présenter les choses de façon un peu plus positive. Et puis surtout, leur dire voilà vers aussi quel professionnel on peut se tourner, se retourner pour pouvoir évoluer et pas juste annoncer un diagnostic comme ça en leur disant bon, bah voilà. Que c'est souvent moi ce que j'ai comme retour et je trouve que c'est un petit peu affligeant. Et d'autre part, pour les professionnels, je pense qu'il y a quand même un manque de formation sur les professionnels de santé. Alors, c'est pas de leur faute, hein. Il y en a qui sont installés depuis longtemps, qui n'ont peut-être pas le temps aussi de se mettre à jour. Mais de ma propre expérience et de ce que j'entends aussi, des fois, on entend encore des choses un petit peu cocasses. Le fait qu'on nous dise, par exemple, bah, ils ont dû se tromper de diagnostic, vous avez trop de diagnostics. Moi, par exemple, on m'a dit, mais vous vous maquillez, vous arrivez à vous habiller de façon coordonnée, donc c'est pas possible, hein, vous n'êtes pas autiste. Et en fait, alors, je suis plus dans cet état Mhm. de fragilité dans lequel j'ai pu être, hein. Ouais. Mais à l'époque, si on m'avait dit ça, je me serais dit, waouh, bah en fait, du coup, je suis encore pas une bonne version de moi, ça se trouve, je me vends à moi-même, tu vois. Et ça peut être quelque chose d'assez, de nouveau, traumatisant, sachant qu'on a fait Mhm. plusieurs heures de diagnostic, on a été interroger notre famille, etc. Je pense qu'il y a vraiment aussi un discours et un dialogue à adapter quand on ne connaît pas. Il vaut mieux rien dire plutôt que de dire des choses fausses, pardon, qui peuvent blesser les personnes concernées par des atypies. Je pense qu'il faudrait faire vraiment attention à ce langage. En tout cas, pour moi, je trouve ça vraiment très, très important. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Ouais. Et tu vois, moi, je conclurai juste sur un point. J'ai envie de souligner aussi que voilà, que ce soit les pouvoirs publics, mais même, j'ai envie de dire, nous tous, en tant que citoyens, je pense qu'on a aussi un devoir, entre guillemets, de vigilance par rapport à la formation. Alors, notre propre formation en tant que professionnel, ça, effectivement, nous sommes responsables de notre propre formation. Nous sommes responsables aussi de nous former à des approches qui sont validées. Mais il y a aussi un point important. Je pense qu'il y a aussi des points de vigilance à mettre en place pour tout ce qui est formation universitaire, mais même formation continue. Euh, Parce que malheureusement, il y a aussi beaucoup de représentations totalement erronées et qui sont encore enseignées, que ce soit en faculté ou même dans certains centres de formation à destination des professionnels. Et là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Là, je pense que c'est un vrai enjeu politique, quoi, vraiment, et qu'il Moi, faut que ça puisse être pris en charge. je suis d'accord avec toi et ça me fait penser à quelque chose, j'ai envie de le partager. C'est Mhm, moi par exemple, je donnais une conférence et un jour on m'a dit mais bah, vous pouvez pas être autiste parce que vous êtes thérapeute et père aidant, vous voulez devenir psychologue donc c'est pas possible parce que vous n'avez pas d'empathie. Et pareil, de la même façon, j'ai entendu, j'ai des psychologues hein, qui viennent me consulter pour que je puisse les aider quand on reçoit un diagnostic tardif. mhm, Et de la part d'autres psychologues donc, qui se sont fait évaluer, on leur dit surtout ne parlez pas de votre diagnostic. Comme si c'était quelque chose de tabou, donc du coup, on va les invalider en plus dans qui ils sont. Et moi, mhm. je trouve ça totalement dément en fait. Ouais. Et du coup, ces personnes-là se sentent encore plus en détresse parce que ces personnes, bah, souvent, c'est vraiment des personnes à l'âge adulte qui se disent, bah, du coup, je peux pas mettre d'aménagement, je suis en train de muser, ça va pas. Pourquoi, en fait, on pourrait pas le dire, en fait? C'est quoi la problématique? Je suis sur LinkedIn, certaines personnes, il y a un psychiatre, je me rappelle pas son nom, qui est en train justement de faire évoluer cette mentalité. Lui, il est psychiatre et bipolaire. Il y a Mhm, des psychologues qui sont autistes. Hein, il y a des médecins qui sont concernés par la schizophrénie. Et alors, c'est pas parce qu'on a des spécificités pardon, neurologiques qu'on ne peut pas exercer un métier et qu'on est moins intelligent ou qu'on est défectueux. Ça, c'est quelque chose enfin, pour lequel je me bats et je trouve qu'il est horrible. On peut être qui l'on est malgré qu'on ait un trouble, une pathologie, des spécificités en fait. mhm. Là, tu vois, quand on parlait au départ de représentation validiste, on est en plein dedans, clairement. Et même, j'ai envie d'élargir en disant qu'on est même dans des représentations un peu psychophobes, même carrément psychophobes, parce que... Et en même temps, j'ai envie de dire, bah, c'est pareil pour des tas d'autres problématiques. À quel moment est-ce que aussi certains peuvent se permettre d'évoquer ce genre de choses ou des jugements aussi péremptoires, que ce soit voilà, à la place de la personne par rapport, voilà, ils vont se permettre de pouvoir dire ce genre de choses pour certains troubles.
et pas pour d'autres. Parce que, en l'occurrence, vous avez des maladies, je dirais psychiques, mais aussi des maladies somatiques qui sont tout autant chroniques et la personne vivra avec et aura aussi besoin d'aménagement, quel qu'il soit. Bien sûr. Mm. Sûr. Et c'est pour ça que moi, je pense que voilà, si vous avez un trouble, une atypie ou autre, n'ayez pas honte, dites-le, et ça fait pas de vous quelqu'un de défectueux, de moins bon. Vous êtes juste différent et c'est pas Mm. grave. Et moi, je trouve ça au contraire chouette, cette diversité, ça apporte énormément et on s'apporte énormément les uns aux autres en fait. Faut pas s'en cacher. Et je trouve ça moche de dire voilà à ses collaborateurs, hein, parce que je pense que c'est voilà une personne, une personne qui est psychologue, d'une autre personne psychologue, ah non, il faut pas que tu annonces ta Mm. spécificité. Je trouve que non, ça ne devrait pas exister. Ouais. Encore une fois, la personne devrait être laissée libre d'en parler ou de ne pas en parler. Euh, À Parce que l'imposer. pareil, voilà, ça peut être tout à fait légit aussi de se dire, bah voilà, ça fait partie de mon identité, mais c'est personnel et je n'ai pas envie d'en parler. Tout comme je pense qu'il peut y avoir, bon, on parlait des aménagements, mais je pense qu'il peut y avoir aussi des personnes, par exemple, qui peuvent être confrontées au TSA, au TDAH, tout ça. Elles peuvent avoir envie d'en parler dans certains moments, pas dans d'autres. À certaines personnes, pas à d'autres. Et tout comme elles peuvent aussi dire, bah non, ça, j'ai pas envie de m'exprimer là-dessus. Et c'est parfaitement légit parce que pareil, j'ai envie de dire, et je m'arrêterai là-dessus, mais j'ai envie de dire après, bah, il y a aussi qu'est-ce qu'on va faire après de notre parole. Et je pense aussi que c'est important que les personnes qui décident d'être dans cette démarche de révélation puissent justement être pleinement maîtresses de leur parole, mais aussi pleinement également conscientes de ce que va devenir leur parole ensuite. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui, par exemple, vont être un peu déçues de se dire, bah voilà, moi je venais avec un certain message et ça a été ensuite capté peut-être par les mauvaises personnes et retourné aussi d'une façon que j'aurais pas aimé, enfin que j'avais pas prévu. Et là, pareil, je peux comprendre que certaines personnes soient échaudées et disent, moi, je ne parlerai plus de mon expérience. Et Ah j'ai bah envie oui, de dire, bah, c'est légitime par rapport à ce qu'elles ont vécu, quoi. tout à fait. Mais voilà, faut pas l'imposer aux autres et leur dire, oulala, Mhm. faut pas le dire. Ouais. C'est un peu comme si vous alliez dire que vous êtes le démon. Je trouve que Mhm. c'est horrible en fait. Voilà, Ouais, ça me tenait à cœur de le partager. tout à fait. Et je pense que c'est important, justement. Donc, merci. On va passer à notre autre question qui est pourquoi les femmes sont moins diagnostiquées tôt que les hommes? Alors, même si on avait déjà un petit peu commencé à y répondre, bah, je te laisse la primeur de la réponse. Merci beaucoup. Les femmes sont moins diagnostiquées que les hommes parce que déjà, je pense que la façon d'éduquer les garçons et les filles, en tout cas à mon époque, hein, parce que ça Mhm. change, ça évolue maintenant, et bien déjà, c'était un petit peu différent de la petite fille qui est un petit peu timide, qui est dans son coin, qui parle pas ou qui collectionne beaucoup les chevaux. Alors, je dis quelque chose vraiment de très cliché, mais là, c'était pas grave. Alors qu'un garçon qui, lui, reste dans sa chambre, bah là, c'est pas normal parce qu'un garçon, ça doit être dehors, ça doit être bagarreur. Donc là, on allait plus se poser des questions sur le petit garçon que sur la petite fille. Euh, et du coup, les petites filles, on va pas s'inquiéter, on va se dire c'est normal, c'est des petites filles, donc elles vont évoluer comme ça, elles vont grandir, et puis elles vont sentir hein, qu'elles sont vraiment en décalage, et puis elles vont pas se sentir à l'aise, mais elles vont commencer beaucoup à regarder les autres et à faire beaucoup de coping, à essayer de se faire on appelle ça des fiches de recettes, hein, comment je dois agir dans telle situation, est-ce que ça veut dire ça? Mais du coup, ce qui va un peu cacher l'arbre de la forêt, comme on dit, en fait, ça va être les jeunes femmes, les jeunes filles, souvent peuvent développer une grosse anxiété. Donc, du coup, ça va aller cacher un peu le TSA. Puis peut-être qu'il y aura d'autres conditions, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, peut-être un TDAH, des troubles du comportement alimentaire. Donc, du coup, on va aller plutôt s'axer sur ces choses-là. Et puis, en fait, ce qui reste derrière, c'est normal. Elle est anxieuse, donc on va pas aller vers les autres. Et puis, on va pas creuser plus que ça. Et puis du coup, il va y avoir de plus en plus de masking, mais aussi de plus en plus de difficultés à rester dans la société dite normative, hein. Euh, du fait du masking, de vouloir sans cesse se dépasser, sans cesse faire mieux, finalement réprimer un peu ses spécificités pour pas que ça se voit. Et puis pareil, hein, quand les femmes vont commencer à consulter les professionnels de santé, ça s'entend encore beaucoup. C'est pas grave, c'est les hormones, c'est les cycles, c'est toutes les femmes pareilles. Et puis on va jamais aller
on va aller jamais vraiment creuser cette piste de TSA. Pardon. Et du coup, c'est ce qui fait aussi qu'il y a vraiment un biais de genre au niveau des diagnostics, hein, puisque c'est souvent associé aux garçons et pas aux filles. Et puis, il y a quand même, je trouve, des spécificités hein, autistiques au féminin. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas les mêmes critères diagnostiques, ça n'a rien à voir. C'est juste que c'est vrai que les femmes ont tendance donc à plus faire de copines, mais aussi s'intéresser plus, pardon, à la psychologie, à la sociologie, vraiment à la compréhension. De l'humain, on retrouve un petit peu moins ça en fait chez les homologues masculins. Et puis du coup, effectivement, elles vont passer au travers des mailles du filet. Et puis malheureusement, on voit que les femmes sont diagnostiquées souvent à l'âge adulte. Bah, c'est soit quand elles font une très grosse dépression, parfois elles sont hospitalisées en HP, ou parfois elles font plusieurs burn-out. Et puis au bout d'un moment, elles se disent là, c'est plus possible, là, j'ai besoin d'aide parce qu'en fait, j'y arrive pas, quoi. Et puis il me semble que les tests d'ailleurs sont plutôt faits pour les hommes blancs et ne sont pas faits pour les femmes avec toutes leurs spécificités. Donc, effectivement, il y a une difficulté d'aller diagnostiquer un peu plus les femmes. Ouais. Écoute, et, j'ai envie de dire là, tout est dit. C'est-à-dire, effectivement, il y a tout. Il y a effectivement les biais sexistes, comme tu disais. C'est vrai qu'il y a énormément de représentations du style, bah, c'est normal quand tu es une petite fille d'être inhibée. Voilà. Mm. Et donc, effectivement, on va pas aller se poser des questions sur ces petites filles-là, alors qu'on tout de suite, ce serait branle-bas de combat pour un petit garçon. Pareil, il y a aussi tous les biais, représentations un peu racistes, effectivement. Malheureusement, on va avoir aussi d'énormes retards et beaucoup d'errances diagnostiques aussi chez les personnes bah, qui sont issues de minorités ethniques dans comment dire, bah, dans les pays occidentaux. Et puis pareil, il y a aussi un autre point aussi. C'est vrai qu'on parlait là tout à l'heure de bah, le diagnostic évolue par rapport aux représentations historiques mais aussi par rapport aux représentations, je dirais, de l'environnement géographique dans lequel ils sont conçus. Et je rappelle que du coup, beaucoup de ces critères diagnostiques sont élaborés effectivement par des chercheurs qui sont essentiellement des hommes, essentiellement issus bah, plutôt de la majorité caucasienne ou WASP pour ce qui est du côté anglo-saxon, pour des individus qui leur sont assez similaires et donc, du coup, bah, qui ne prennent pas en considération forcément des spécificités qui vont être bah, représentées plutôt par des filles ou plutôt par des minorités ethniques. Et je ne te parle même pas des minorités de genre. Où là, pareil, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur les biais également qu'il va y avoir sur bah, les personnes qui sont non-binaires ou même les personnes voilà, qui peuvent être trans. Voilà, il y a énormément de choses comme ça et je pense que, pareil, peut-être qu'il y a aussi un gros travail à faire, encore une fois, par rapport aux représentations, mais aussi par rapport aux biais qu'on peut avoir et au niveau sociétal et en tant que professionnel de santé, quoi. Donc, voilà, tout est dit, quoi. Ok, et puis, du coup, alors, que se passe-t-il? Ça, c'est une autre question. Que se passe-t-il pour les adultes diagnostiqués tardivement? Pareil, j'ai envie de te laisser la parole sur ce sujet également, puisque bah, je crois que c'est quelque chose que tu as aussi pu vivre également. Tout à fait, mais oui, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 39 ans. Donc effectivement, après bah, une vie d'errance, d'incompréhension et après 6 burn-out, effectivement, moi j'ai été vers d'abord consulter et puis on m'a mis sur cette piste et puis bah, il s'avérait que c'était positif. Alors je m'en doutais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et en fait, pour moi, ça a été un soulagement parce que je me suis dit, waouh, je suis pas folle. Parce que j'avais tellement l'impression, en fait, pour moi, je l'avais déjà dit à plusieurs personnes, tu sais, mais t'as toujours. Enfin, moi, j'avais peur de me faire enfermer à l'hôpital psychiatrique. J'ai toujours eu l'impression de vivre dans une pièce de théâtre. J'avais l'impression que je me disais, mais les gens, ils sont vraiment naturels? Est-ce qu'ils réagissent vraiment de façon naturelle? Est-ce que leur dialogue est spontané? Moi, j'avais l'impression que c'était un peu comme dans les films et je me sentais, je me disais, mais en fait, moi, on m'a mis dans ce monde-là et je sais pas, je sais pas, c'est le paradis, c'est l'enfer, c'est quoi? Je comprends pas, en fait. Et moi, ça a été vraiment un soulagement, mais vraiment bien. Je me suis dit, OK, maintenant c'est ça, je sais ce que c'est. Bon, qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant pour me soulager et m'accepter?
Donc après, comme on l'a tout à l'heure évoqué, il y a des personnes qui sont plus ou moins aussi résilientes. Moi, c'est ma personnalité. Moi, j'ai besoin de trouver des solutions pour aller mieux, pour faire ce que j'ai envie, parce que voilà, c'est comme ça, c'est mon fonctionnement, c'est ma personnalité. Donc, je pense que ça peut apporter vraiment une compréhension, une validation de son soi profond, hein, c'est-à-dire, bah voilà, je suis comme ça et c'est pas grave en fait. C'est une différence et ça fait pas quelqu'un de moins intelligent, de défectueux, de moins compétent que les autres, etc. Et je vais pouvoir travailler bah, sur ma fatigabilité, mes difficultés sociales ou de communication. Et puis peut-être, m'enlever un peu ce fardeau émotionnel et toute cette anxiété que j'ai accumulée par l'incompréhension du monde qui m'entoure et pouvoir enfin m'ouvrir à des stratégies d'adaptation et de trouver bah, du soutien pour les défis que je rencontre au quotidien en fait. Et puis, bah, ça m'a servi aussi, bah, du coup, à pouvoir trouver des bons professionnels pour m'aider aussi, hein, parce que bah, quand on a un diagnostic tardif, alors je sais qu'on le retrouve très souvent dans l'anti-SA, mais je vais parler pour moi, je suis pas porte-parole des personnes autistes, mais il y a quand même des traumas, des micro-traumas, bah, de tout ce qu'on a pu vivre avant, des incompréhensions, etc. Il y a toute cette sphère-là qui est à travailler aussi. Je pense que c'est vraiment très important, et quand on écoute quand on trouve enfin une oreille attentive et qui puisse nous aider avec des outils et puis nous apprendre à recréer un lien de confiance et puis à prendre ce lien en modélisation pour le recréer et créer des bons liens sociaux, bah ça change tout aussi, hein. D'avoir de très bons liens sociaux et qui soient adaptés à nous. Franchement, c'est vraiment chouette hein, de pouvoir avoir tout ça. Et puis, euh, et puis après, effectivement, en tout cas moi, ça m'a permis de trouver ma place dans ce monde. Et ça, moi, ça a été un soulagement énorme parce que ça y est, j'ai arrêté d'aller de travail en travail, de groupe de personnes en groupe de personnes, de déménager parce que j'ai beaucoup déménagé parce que je me disais à chaque fois, je vais recommencer ailleurs, tu vois. Je sais pas, c'est peut-être la ville, c'est peut-être les gens, tu vois, tu essayes sans cesse de t'adapter, de t'adapter. Moi, tout ça, j'ai arrêté, j'ai tout compris à partir de ce moment-là. En tout cas, en tout cas, maintenant, je lui dis, moi, je suis en paix, je suis sereine, je suis heureuse, j'ai trouvé mon équilibre. Et ça, c'est chouette. Et je pense que c'est vraiment un soulagement et peu importe en fait l'étiquette qu'on va nous donner, même si c'est pas une étiquette de TSA, mais que ce soit une autre étiquette, l'important, c'est qu'on puisse se comprendre, qu'on puisse trouver une aide adaptée et pouvoir avancer et enfin trouver notre place et être heureux dans la vie, en fait. Mhm. Super. Et du coup, c'est voilà, en quelques mots pour les personnes que tu as pu accompagner, qui ont peut-être été aussi dans ce cas de figure-là, est-ce que c'est des choses que tu observes aussi? Alors, ça dépend. Ouais. Il y a des personnes qui sont très soulagées et qui me disent, bah ok, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Moi, c'est ça mes demandes, c'est ça mes difficultés. Il y a Mhm. des personnes qui vont être dans un déni complet, non, c'est pas possible, je suis pas autiste. Ou alors ça va être, oui, je suis autiste, non, je suis pas autiste, non, ça va être assez compliqué, ça va passer par un cheminement assez houleux. Donc on va y aller très très progressivement. Et puis il y en a qui vont accepter l'étiquette, mais qui vont pas accepter leur spécificité. Donc comme Mhm. j'expliquais tout à l'heure en début de conférence, c'est qu'ils vont continuer à essayer de s'adapter sur le modèle bah, typique. Et puis en Mhm. fait, qui vont encore se faire mal, qui vont encore se faire mal. Donc on essaie de les amener petit à petit jusqu'au moment où ces personnes, elles ont le déclic. Et il y a une autre population qui vont accepter, mais par contre qui vont être très en colère vis-à-vis de la famille ou vis-à-vis des professionnels de santé qui ont pu être rencontrés. Et là, il y a une énorme colère à travailler parce que du coup, il n'y a pas un travail sur soi qui est en train d'être fait, mais il y a une colère incommensurable qui est que sur les autres et du coup qui est tournée que contre les autres et pas le travail sur soi. Et ça, c'est les patients pour moi qui sont le plus difficile entre parenthèses parce il y a vraiment un gros travail à faire pour bah, leur faire accepter que bah oui mais tout le monde fait du mieux qu'il peut. C'est parce qu'il y a peut-être certaines choses qu'on n'a pas vues, etc. Puis bah faut se concentrer sur aujourd'hui et qu'est-ce que vous voulez pour l'avenir en fait et arrêter de se retourner sur le passé même si je comprends que ça a été difficile parce que moi aussi j'ai eu cette petite phase de colère mais elle n'a pas duré et c'est tout à fait normal aussi hein. Mais voilà, il ne faut pas rester en colère et en colère contre la terre entière. Comme tu disais tout à l'heure, voilà, historiquement, bah, quand on est des adultes hein, de 40 ans, bah, on n'avait pas les échelles d'évaluation, les connaissances, le recul. Donc, bah, c'est comme ça, il faut pouvoir aussi l'accepter.
Tout à fait. Finalement, tu vois, moi j'ai envie de dire pas mieux. C'est-à-dire que je pense que ce qui est important, effectivement, pour les personnes qui ont pu avoir un diagnostic tardif, je me dis que c'est finalement, ça va éclairer aussi beaucoup de choses par rapport à leur histoire personnelle et peut-être aussi que ça peut apporter quelque part aussi une réponse par rapport à certains comportements, à certaines difficultés qui avaient peut-être été mal interprétées ou qui avaient été peut-être des sujets de stigmatisation. Bon, juste en deux mots, moi j'ai plutôt des personnes voilà, que je rencontre dans ma pratique qui sont concernées par exemple par des diagnostics de TDAH tardifs, entre guillemets, c'est-à-dire à l'âge adulte. Et finalement, à partir du moment où elles ont effectivement cette connaissance-là d'elles-mêmes, bah, il y a des tas de choses qui s'éclairent, quoi. Et finalement, elles se disent, bah non, j'étais pas un gamin perturbateur, j'étais un jeune avec un TDAH non connu qui du coup bah, essayait comme il pouvait aussi bah, voilà, de s'autoréguler. Et puis bah, des fois bah, ça marchait, des fois ça marchait pas du tout. Et puis parfois aussi, ça peut être un peu cocasse dans le sens où bah, la personne, une fois qu'elle a cette connaissance d'elle-même, va en parler et soudain, tous les autres, c'est un peu comme si leurs yeux se désillent et qu'ils disent ah, mais ouais, mais ça fait sens et quand et machin, et pour cette fois-là, et ainsi de suite. Et pareil, je pense que ça peut aussi avoir cet effet très positif de donner finalement beaucoup de sens à des choses qui jusqu'à présent étaient mal interprétées et qui peut-être potentiellement avaient reçu, comme je disais, bah, une étiquette un peu stigmatisante, quoi. Et puis, après, voilà, moi j'ai envie de dire que ça peut être aussi la voie d'entrée, peut-être pour aussi bah, rejouer sa vie différemment, peut-être. Pouvoir s'investir aussi différemment dans sa vie, mais peut-être aussi de prendre un nouveau rôle social, peut-être aussi. Et puis après, bah, ça peut être aussi l'occasion d'aller bah, négocier pour éventuellement des aménagements à l'université, au travail, pour voir aussi reparler avec son conjoint de certaines choses également et de pouvoir aussi définir bah, ses besoins, les redéfinir aussi maintenant avec cette connaissance-là qu'on a de soi-même. Enfin, voilà, en gros résumé, quoi, finalement. Tout à fait. Bien. Autre question qu'on nous a posée, c'était combien de temps peut durer un diagnostic TSA à l'âge adulte? Je vais juste le dire très rapidement avant de te laisser la parole. Si vous êtes un professionnel de santé, honnêtement, comptez minimum 2 heures par test. Et comme je disais, vous ne pourrez pas faire l'économie de toute façon de faire un premier entretien qui va être vraiment l'entretien entre guillemets anamnestique historique de la dose et de la l'ADR. Ça, c'est vraiment les gold standards. Et vraiment, comptez bien 2 bonnes heures à chaque fois. Voilà, je donnerai peut-être plus de détails plus tard. Je te laisse, toi, t'exprimer. Alors, bah, ça dépend, un diagnostic à l'âge adulte, ça dépend de où on le fait, hein, parce que, il y a les entités du CRA ou le libéral. Moi, personnellement, je connais un peu plus le libéral et effectivement, il y a un premier entretien anamnésique filmé qui dure 1 heure. On va voir si c'est pertinent ou pas de poursuivre les tests recommandés par la Haute Autorité de Santé. Et en parallèle de ce premier entretien, on va envoyer des auto-questionnaires pour confirmer ou infirmer les dires de la personne en entretien. Et puis par la suite, en tout cas en tant qu'adulte, euh, en général, il faut compter entre 3 et 4 heures parce que on fait passer la Waze, la dose en même temps si la personne n'est pas trop fatiguée. Sinon, des fois, ils coupent du coup le rendez-vous en deux, qui est toujours filmé. Et puis, il y aura un entretien soit avec la famille, si cela est possible, entretien soit en visio, soit téléphonique, soit au cabinet, ou alors des témoignages écrits des proches, s'il n'y a pas possibilité d'avoir les parents euh, pour participer à la DIR. Donc, en tout et pour tout, on va dire environ allez, 5 heures. En tout et pour tout, 5 heures. Et franchement, c'est pas mal, c'est sport. Ouais, 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 effectivement. Euh, Et puis, j'ai envie de dire, ça, c'est les 5 heures peut-être au bureau, entre guillemets. Il y a certainement après à compter ou à rajouter tout le délai d'attente, je pense. Et même ensuite, tout le délai, une fois qu'on a terminé les tests, bah, tout le délai dont le professionnel peut avoir besoin pour dépouiller les tests, faire les cotations, les interprétations, le compte-rendu. Enfin, voilà. Donc, rationnellement, je pense qu'on peut bien se dire plusieurs semaines, peut-être même plusieurs, à plusieurs mois, je pense. Pas bien.
Bah, en tout cas, l'attente en libéral, en tout cas en France, elle est entre 8 mois et 3 ans. Ça dépend de Mhm. la réponse, si c'est en libéral ou en centre expert. Pour le premier entretien, bah, c'est assez rapide, hein, c'est dans les quelques mois. Et puis après, oui, après, comme tu dis, avec les cotations, les données croisées, etc., il faut attendre un petit moment quand même. Mhm. Pour la- Ouais, sans compter le fait que peut-être aussi on peut avoir besoin, alors pour des profils peut-être plus complexes, on peut peut-être aussi avoir besoin de faire appel à d'autres professionnels. Par exemple, je pense aux psychomotriciens, je pense aux orthophonistes, je pense éventuellement aussi aux ergothérapeutes. Et là, pareil, bah oui, ça rajoute aussi tout ce temps-là également et d'évaluation, mais aussi d'attente. Et puis pareil, attente pour prendre le rendez-vous, mais aussi attente pour ensuite réaliser tout ce qui va être dépouillement, cotation du test, rédaction du compte-rendu, peut-être aussi réunion pluridisciplinaire lorsqu'on est nombreux à être autour justement de la personne et à réaliser des évaluations. Bah, il y a besoin aussi qu'on puisse après bah, se rencontrer et puis aussi évoquer ce qu'on a pu observer parce que parfois bah, c'est aussi un faisceau d'indices qui va orienter le diagnostic. Et voilà, pareil. Donc, tout ça pour dire oui, armez-vous de patience et ça peut être sportif, effectivement. Voilà. Tout à fait. Et puis, alors j'aimerais rajouter un petit truc que tout Mhm. le monde n'est pas au courant, mais je pense que ça peut être intéressant à savoir pour les patients et les patientes. C'est que quand on a des difficultés financières et quand on veut passer par le mode libéral, il existe une aide exceptionnelle qui peut être accordée une fois dans la vie par la CPAM, donc sous condition, et qui peut prendre en charge en fait les tests. Ok, super. Et bah, tu vois, par exemple, moi, je ne le savais pas. Donc, et je pense qu'il va y avoir énormément de personnes qui vont être aussi dans ce cas de figure-là. Donc, merci, parce que je pense que ça peut être aussi très aidant. Et ça, c'est aussi un autre point. Je pense qu'il y a un vrai, encore une fois, je reviens là-dessus, un vrai travail politique à faire pour qu'il puisse y avoir une véritable équité au niveau de l'accès et au diagnostic, mais aussi et l'accès aux soins si cela est nécessaire et qu'on pêche énormément là-dessus. Et donc, bah, bien de pouvoir justement communiquer sur ça parce que, tu vois, comme je disais, j'ignorais son existence et je pense que des tas d'autres gens ignoraient aussi. Ok, et puis bah, nous arrivons à notre toute dernière question qui nous avait été posée. C'est comment se passe le diagnostic TSA au Québec? Alors du coup, je vais pouvoir répondre un petit peu à cette question. Alors, petit point important, voilà, moi je travaille en clinique privée, mais pas dans une équipe spécialisée dans le diagnostic des TND, donc des troubles du neurodéveloppement. Donc, je vais vous donner quelques informations, mais qui évidemment vont être des premières informations qui seront à compléter et à faire aussi des recherches pour pouvoir les enrichir, hein, d'accord? Donc voilà. Donc petit point important, c'est que déjà, il existe des recommandations qui ont été faites à la fois par l'Ordre des psychologues du Québec, mais aussi par le Collège des médecins du Québec. Et donc, les grandes lignes directrices qui ont été posées pour le diagnostic en fait des TSA, eh ben, c'est un peu les mêmes que celles que j'ai déjà évoquées un peu précédemment, c'est-à-dire d'abord faire un entretien anamnestique avec identification des premiers signes évocateurs des TSA au cours du développement. Ensuite, il va y avoir une observation directe de la personne et ou avec sa famille en fonction de l'âge et qui pourra être filmé, effectivement. Ensuite, il y aura des questionnaires ciblés qui vont être proposés. Donc, pour les enfants, bah, ça va être le M-Chat pour démarrer, mais il va y avoir aussi pas mal d'auto-questionnaires pour les adultes. Simone Baron-Cohen en a fait pas mal qui sont vraiment, j'ai envie de dire, quand on est professionnel de santé, assez simples à prendre aussi en main. Donc, voilà, ça peut être aussi pas mal. Et puis après, bah, il y aura évaluation médicale de l'enfant dans le cadre du diagnostic différentiel, parce que pareil, on peut tout à fait avoir des signes évocateurs des TSA, mais sans forcément avoir un TSA. Voilà, par exemple, on peut les retrouver suite, par exemple, à des troubles plutôt neurologiques, comme par exemple bah, des crises d'épilepsie. Et là, pareil, bah, c'est une évaluation médicale qui va permettre aussi de faire le distinguo. Mais après, il va y avoir aussi, associé au TSA, parfois, bah, d'autres troubles que ce soit des troubles plus somatiques ou plus neuro ou autres. Et là, pareil, bah, ça prend aussi une évaluation médicale assez exhaustive. Et puis ensuite, on va pouvoir proposer tout ce qui est ADIR, ADOS. Donc, ADIR, on le proposera donc plutôt aux parents. Dans le cadre du dépistage de l'enfant, puis la dose, on le proposera à l'enfant. Sachant que la dose, eh bien, il y a des modules pour les enfants, mais il y a aussi des modules pour les personnes, les adolescents et les adultes.
Et puis ensuite, bah, si cela est nécessaire, on pourra proposer des évaluations psychologiques ou neuropsychologiques en complément. Par exemple, bah, évaluation de l'efficience intellectuelle, donc WISC pour l'enfant, VICE pour les adultes, mais également tout ce qui va être évaluation neuropsychologique, par exemple pour repérer tout ce qui peut être trouble des fonctions exécutives. Et puis aussi, on va pouvoir proposer une évaluation avec un ou une orthophoniste dans le but en fait de pouvoir faire toujours un diagnostic différentiel entre ce qui relève d'un TSA et ce qui relèverait plutôt d'un trouble du langage. Mais également, les orthophonistes sont aussi habilités pour pouvoir évaluer tout ce qui peut être autour des habiletés de communication. Donc voilà, c'est pas un truc réservé strictement aux psychologues, hein, je le précise. Et puis bah, après, il va y avoir aussi tout ce qui peut être orientation vers un centre tertiaire vers, par exemple, bah, un pédiatre du développement ou vers un neuropédiatre aussi, bah, si par exemple on voit que l'enfant présente un profil plutôt complexe et qu'encore une fois, bah, on est dans cette perspective de diagnostic différentiel. En France, on rajouterait également le repérage par un psychomotricien. Alors au Québec, la profession de psychomotricien n'existe pas vraiment. Donc là, du coup, ce seront d'autres professionnels qui pourront être mobilisés justement. Alors le psychomotricien pouvant ou la psychomotricienne pouvant faire évaluation, entre autres, de tout ce qui va être spécificité sensorielle, mais également tout ce qui peut être autour des problèmes posturaux, de l'équilibre, enfin toutes ces choses-là, quoi. Donc voilà, dans les grandes lignes. Bien. Bah, c'est peut-être pas ton secteur géographique, mais je ne sais pas, est-ce que tu avais envie de compléter certaines choses ou d'apporter d'autres indications? Alors pour les Québec, non. Mais Mhm. pour la France, bah oui, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, hein, il y a l'orthophoniste, la psychomotricienne, l'ergothérapeute aussi, l'orthoptiste. Ah oui, Euh, tout à fait. l'orthoptiste. Et puis tout ce qui est postural aussi, parfois, il y a des kinés aussi qui peuvent intervenir, Mm. etc. Psychologues spécialisés. Donc, il peut y avoir pas mal d'autres tests aussi, hein. Moi, on parle beaucoup de la dose, par exemple. Moi, j'ai pas du tout passé la dose, hein. J'ai passé un test de cognition sociale. Mhm. Effectivement, il y a plein, il y a beaucoup de tests et de professionnels qui peuvent nous aider dans cette évaluation. Ok, super, merci pour les compléments du coup. Et je pense aussi que, bon, j'ai pas été faire la recherche parce que c'était pas la question, mais je pense qu'il y a aussi des recommandations concernant la Belgique, concernant la Suisse et même concernant en fait bah, d'autres pays de l'Union européenne ou même de la francophonie, quoi. Donc, euh, donc voilà. Super. Et puis oui, c'est vrai, tu avais tout à fait raison de le repréciser, tout ce qui est autour bah, des orthoptistes, parce que c'est vrai qu'on peut tout à fait avoir un trouble du neurodéveloppement et bien souvent, on va observer aussi tout ce qui peut être trouble autour bah, des représentations visuelles, spatiales, enfin tout ça. Et c'est vrai que ça peut être aussi très aidant, notamment si ensuite on veut travailler sur des aménagements à l'école. Donc effectivement, ce sera très important d'avoir ce bilan-là. Parfait. Et puis après, pour terminer, j'ai envie de dire, bah, s'il y a des suspicions également de TSA chez d'autres membres de la famille, bah, ça peut être aussi une orientation vers un généticien parfois, également qui pourra être proposé dans des cas assez spécifiques. Mais voilà, comme je disais, il y a aussi cette base-là qui est pas à négliger, quoi. Tout à fait. Ok, parfait. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. On arrive à la fin de notre interview et de notre vidéo. Donc, merci énormément, Alexandra, de nous avoir accordé ce temps et puis d'avoir parlé aussi de ta pratique et puis du travail de recherche aussi que tu as pu faire de ton côté. Et puis, voilà, vraiment, c'était très apprécié. Et puis, pareil, bah, merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Voilà. Et puis, j'espère qu'on aura pu répondre aux différentes questions que vous vous posiez. Voilà. Merci beaucoup, Cyrielle. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et puis, à très bientôt. Merci.